Donc bonjour à tous, je suis désolé, l'amphi est très petit, hein, donc on a beaucoup d'inscrits cette année, mais écoutez, j'ai fait une demande au planning pour essayer de demander un plus grand amphi. Là, j'avoue que les conditions ne sont pas idéales parce que déjà, je suis pas très sûr si on a 92 places dans cet amphi, alors en plus avec un peu de distanciation, tout ça, un peu compliqué. Là, on va faire du mieux qu'on peut, quoi. Alors, est-ce que je fais un point Covid tout de suite? Oui, donc un petit point Covid. Donc pour l'instant, on nous demande de rester en présentiel et de prévoir qu'il n'y a pas d'aménagement à prévoir, parce qu'à partir du moment où on a un masque, comme vous savez, on est protégé et que du coup, on a besoin d'observer de distanciation, tout ça. C'est un peu compliqué, surtout que bon, là, on nous dit regroupement de 10 personnes à Paris, c'est pas très bien. Donc là, on réunit 90 personnes dans une pièce, pas vraiment aérée, pendant 2 heures, toute la journée. Moi, les stats que j'ai, c'est qu'en deuxième année de médecine, là, ils ont testé toute la promo avant de les envoyer à l'hôpital, parce qu'il y avait un hôpital près. Ils ont trouvé 13% de positifs. Une promo de deuxième année de... Voilà. Bon. Alors, c'est pas pour inquiéter les gens, mais moi, personnellement, de mon propre chef, j'ai décidé d'essayer de prendre un certain nombre d'initiatives pour vous permettre, si vous pouvez pas assister, si vous êtes un cas contact, si vous-même vous avez de la fièvre, etc., parce que ça va se passer pendant le semestre, donc d'essayer de prévoir un certain nombre de médias pour au moins faciliter un petit peu si les gens ne peuvent pas venir à toutes les séances. Notamment les amphis, voilà, j'ai essayé de les filmer. Bon, aujourd'hui c'est la mise en place, c'est la première fois. Mais donc j'essaierai de poser en ligne les vidéos des amphis et peut-être un groupe de télé. Le TME sans doute pas, de toute façon vous êtes tous en autonomie. Mais histoire d'avoir un petit peu de support vidéo pour faciliter la vie de tout le monde s'il y a des soucis. Ok, alors, vous êtes inscrit dans le PSCR, vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc, on va voir un petit peu. Alors, l'idée, donc, c'est que le titre de l'UE, c'est Programmation, Système, Concurrent et Répartie. Donc, plusieurs aspects là-dedans. Le premier point, c'est qu'on va faire de la programmation. Alors, j'espère que vous savez déjà un peu programmer, parce que vous êtes en M1. Donc, on espère que vous parlez déjà, sans doute, un peu C, sans doute assez bien Java. Alors on va faire des rappels, hein. On va faire un premier arc sur 3 séances à peu près, où l'idée c'est d'introduire le langage C++ qui va être le support de l'UE. Donc on va voir un petit peu, en faisant des parallèles avec d'autres langages, comment est-ce qu'on code une petite application de C++. Le thème de l'UE, c'est pas C++ en soi, hein. Donc on va pas faire du C++ super avancé. C++, c'est un langage complexe, je reviendrai un peu dessus tout à l'heure. Mais donc, c'est pas vraiment un cours de C++ en soi. La vocation, c'est plutôt d'utiliser le C++ dans un certain contexte. Donc voilà, donc 3 séances où on va apprendre la syntaxe du C++ et voir un peu comment ça se passe, comment ça fonctionne ce langage. Ensuite, on va rentrer vraiment dans le cœur de l'UE avec 2 séances sur le multithreading. Donc, un des intérêts de C++, c'est qu'on a une bibliothèque de threading qui est fournie avec, qui va nous permettre d'écrire des applications concurrentes qui vont s'exécuter en parallèle sur une architecture répartie, sur une architecture multicœur. Donc on va voir comment coder une application multicœur avec des mécanismes de synchronisation qui sont offerts. Donc on va les threads, les mutexes, les conditions, les atomiques, essentiellement. Alors là, ça nous amène à peu près à l'examen réparti 1, donc le partiel. Ce sera une épreuve sur machine en 2 heures. On vous demande de programmer des petits explos avec des threads et clairement des petites classes. Ensuite, on démarre la deuxième moitié de l'UE, où on va descendre un peu plus bas, donc plus proche de programmation système. Donc on va aller regarder un petit peu l'API qui est offerte en C par le noyau POSIX. Donc pour tous les gens qui sont en ça, qui suivent aussi l'UE de noyau, en gros en noyau, on va aller voir comment sont implantées dans le noyau ces fonctions standards qui permettent de créer un processus et de créer des mécanismes de communication entre processus, des IPC. Ici, on va regarder plus le point de vue utilisateur, donc en supposant que j'ai une application qui est composée de plusieurs processus en mémoire séparée. Comment est-ce qu'on fait pour faire communiquer les morceaux de l'application et donc utiliser de la concurrence et du parallèle. Alors ça c'est bien parce qu'en multithread, on est en mémoire partagée. En multiprocessus, chaque processus a sa propre mémoire séparée. C'est donc un petit peu plus dur de communiquer. Et l'étape suivante, évidemment, c'est d'imaginer qu'il y a du réseau.
Donc, s'il y a du réseau, il faut communiquer à travers le réseau. Il existe un seul mécanisme standard pour communiquer à travers le réseau aujourd'hui, ça s'appelle les sockets. Et donc, on va un petit peu rentrer dans les sockets, cette API, qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et on finit avec un petit peu de montée en abstraction. Donc, voir un peu la sérialisation, comment est-ce qu'on peut transmettre des données structurées à travers les sockets, tout ça. Qui sont plus des séances un peu d'ouverture sur des UE comme système réparti client-serveur ou des frameworks d'un peu plus haut niveau. Donc, c'est-à-dire, on va implanter à la main des choses qui sont proposées dans un certain nombre de frameworks de haut niveau pour faire des applications réparties dans le cloud. Voilà, les séances 10, je crois qu'on aura fait assez de contenu, donc on va faire une séance un peu d'ouverture. On va parler de choses qui permettent d'ouvrir sur le M2 ou d'aller un peu plus. Orga, oui. Donc on a 6 heures de support par semaine, 2 heures de TD avec un prof en TD, en salle de TD. On fait des exos, il y a un peu de code, mais on essaie de pas trop focaliser sur le code, mais plus sur les principes. 2 heures de TME, bah là, c'est vous avec une machine, et il faut programmer des choses qui compilent et qui s'exécutent sans faire de faute. Ça nécessite non seulement de comprendre un peu les principes, mais aussi d'être capable de travailler avec la syntaxe, avec le compilateur, etc. machin. Et puis, donc, une évaluation qui est basée sur 3 notes. Donc, une note de TME. Les TME, donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a un Git. Donc, on vous demande de check out, de cloner, de forker, de dupliquer, en gros, le Git avec les énoncés. Ensuite, de construire le code de votre solution. Et puis, de push le résultat sur un dépôt Git. Donc, si vous avez fait les UE comme POP, genre L3, vous êtes déjà familier avec cette procédure. Sinon, bah, ce sera l'occasion d'acquérir un petit peu de Git à un minimum de vous. Hein. Alors, comme on a quand même une partie de la formation qui est sur machine, on va faire une partie de l'examen sur machine. L'examen 1, vers novembre, ce sera a priori en salle des machines. Et puis, 50% sur les M2 et 10% sur cette évaluation sur les TME soumis via Git et globalement l'assiduité au fil de la séance. Bon, la note de TME, c'est pas très bien payé, disons, par rapport à l'investissement de temps que ça requiert. Mais c'est pas des conditions d'examen, tout simplement, donc je vais pas mettre trop de points sur un truc qui permet d'obtenir mieux si... j'ai pas envie de faire la police, voilà. Les supports, ils évaluent d'année en année, mais bon, c'est toujours un peu les mêmes exos, donc il existe des solutions sûrement quelque part. Si je mets trop de points là-dessus, ça encourage les gens à me soumettre des tas de plagiat et tout ça, ça m'intéresse pas, ça vous intéresse pas non plus, ça sert à rien. Donc voilà, il y a un petit peu de points là-dessus, mais si j'ai copié tous mes TME, ce qui va se passer, c'est que je vais me pointe à l'examen et je ne saurai pas répondre aux questions. Et puis, bah, c'est la vôtre assurée. Voilà, ça c'est notre organe. Des questions là-dessus, c'est bon? Bon, c'est assez classique. Alors, des références. Oui, vous êtes en M1. Hein? Donc, en Master 1, on commence à prendre un peu plus d'autonomie, d'indépendance, et on se rend compte que les profs, ils sont pas infaillibles. Et puis que leurs supports, ils sont troués, et puis qu'il y a plein de choses que je peux apprendre ailleurs et qui sont utiles et importantes. Donc, il y a le support en soi, hein, il y a des slides, des TD, des TME et tout ça. Ça ne vous empêche pas du tout d'aller diversifier vos sources et lire ailleurs d'autres choses. Alors, ici, un certain nombre de références sur lesquelles on va s'appuyer dans l'UE. Alors déjà, pour le C++ lui-même, on a 2 sites de référence qui sont un petit peu la concurrence et qui contiennent grosso modo la même information, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la lib standard et comment invoquer avec des exemples tout ça. Donc, il y en a un qui s'appelle cplus.com et l'autre qui s'appelle cpp référence. Là j'ai mis un FR devant, mais si vous ne mettez pas le FR, vous aurez aussi cpp référence en anglais, hein, c'est tout. Donc ça c'est vraiment les pages où on va aller regarder la doc et les exemples et tout ça. Pour la deuxième partie de l'UE, quand on va faire du POSIX, eh ben la source ce sera le man. Donc on va regarder pas mal le man de ces appels, ces systèmes bas niveau, et donc après on va lire le man. Si on a des problèmes techniques en C++, des choses qui ne compilent pas, des messages d'erreur du compilateur qu'on ne comprend pas, etc., la référence c'est souvent Stack Overflow. Hein. Je pense que vous êtes à un âge aussi où vous pouvez commencer à utiliser des outils professionnels dont vous aurez besoin dans la vraie vie. Et Stack Overflow, bah, c'est une bonne référence. Hein. Donc on prend Stack Overflow, on tape les mots-clés.
Et puis on cherche, on lit plusieurs réponses, hein. Peut-être pas juste la première, mais on lit plusieurs réponses, et puis on tire de là ce qu'on a besoin pour faire notre solution. Mais voilà. Alors ça, c'est des références plutôt web. Le web, toujours un petit peu se méfier de la qualité des références, hein. Donc si vous baladez sur le site du zéro ou autre... il y a des sites sur lesquels vous allez trouver beaucoup de gens qui parlent et qui ne savent pas forcément de quoi ils parlent, ou des étudiants qui répondent à d'autres étudiants sur leur solution de leurs problèmes. Méfiez-vous un petit peu, hein. Donc, il y a des sources, là je cite des... Ça, c'est des sites où on peut avoir confiance. Mais sinon, méfiez-vous un petit peu des sources web. Les livres, je sais que vous avez moins l'habitude de lire des livres aujourd'hui, mais un livre c'est différent, c'est expliqué, il y a un certain contenu, il y a un ordre dans la présentation, etc. Et un livre, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de travail d'éditeurs multiples et de gens qui ont relu et compagnie, qui fait que la qualité atteinte est souvent meilleure quand même en termes de contenu. Donc voilà, quelques bouquins que je vous recommande. Le Strostrup, ça c'est le bouquin par le type qui a écrit le langage au départ, C++. C'est un peu un pavé, hein, c'est un peu un support un peu technique, mais bon, on a quand même une bonne vue d'ensemble. Alors on va faire un petit peu d'orienté objet, donc on aura quand même un petit peu besoin d'utiliser par moment des design patterns. Alors les design patterns c'est un peu transverse et il y a des tonnes de bouquins sur les design patterns qui sont très bien. Ici le bouquin que je pointe c'est l'original Design Patterns, Elements of Usable Software Oriented Technology, comme ça, qui est sorti en 95. Qui est le bouquin qui a lancé toute l'idée d'avoir des design patterns en orienté objet, et qui reste un très bon bouquin, hein, on pourrait croire qu'il a mal vieilli parce qu'il a 25 ans, mais en fait pas tellement, il a quand même très bien vieilli, c'est un bouquin qui est très bien écrit, et les exemples sont en C++, alors c'est pas du C++ moderne, mais du coup ça vous donne peut-être l'occasion d'essayer de lire la Bible originale plutôt que tous les dérivés qu'on peut trouver sur l'étagère par des auteurs divers. Les cours, j'ai repris des slides à gauche à droite de divers endroits, je citerai s'il y a des sources plus spécifiques. Mais entre autres, j'ai pris des cours de collègues de Paris 5 et Paris 10. Et sur la partie POSIX, c'est la continuité des cours de Pierre Sens et Lucien Arandes. Ok. Bon, alors, parlons un petit peu du C++. Je vais commencer par essayer de motiver un petit peu le choix du C++ dans l'UE. C'est mieux sur le masque. Bon. Ok, alors le C++. Pourquoi faire du C++? Le premier point, c'est que le C++, c'est tout d'abord un surensemble du C. Hein, donc, C et C++ sont compatibles entre eux. Depuis le C++, je peux invoquer des fonctions du C. L'inverse est un tout petit peu plus compliqué à mettre en place, mais c'est faisable aussi. Hein. On a tout ce qu'on peut faire en C. En particulier, on a un vrai accès à la machine, à son bare bones un petit peu. On voit la mémoire telle qu'elle est dans la machine, c'est-à-dire des zones de mémoire allouées en octets et puis des pointeurs qui tapent là-dessus. Et si j'ai envie en C++, je peux faire tout ce que je peux faire en C, c'est-à-dire de la arithmétique sur pointeur, des décalages, des structs et des décodages plus compacts et que je peux pas forcément faire, par exemple, en Java. C'est un langage compilé. Hein, donc ce qu'il faut voir, c'est que ça présente un peu plus de challenge de coder sur un langage compilé, parce que les contraintes sont plus importantes au moment où je suis en train de construire mon programme. Et aussi, comme j'ai accès à toute cette gestion très fine si j'ai envie, le langage en soi est un petit peu complexe, mais à la fin, j'obtiens un binaire qui est simplement de l'assembleur, extrêmement efficace, extrêmement optimisé, et donc si vous voulez écrire un programme qui tire vraiment parti des capacités de votre machine physique, C++, c'est le langage Goto. C'est même plus un langage Goto que C aujourd'hui, parce que on a une meilleure prise en compte de tout ce qui est architecture multicore et des mécanismes fins au niveau des architectures modernes.
Donc voilà, pas de surcouche, pas de surcoût, très compilé. C'est quand même un langage orienté objet. Alors ça c'est important parce que la structuration d'un programme au bout d'une certaine taille, on a besoin des mécanismes de l'objet pour un petit peu avoir une application qui est flexible, que je peux reconfigurer, réorienter, structurer en couches, etc. Donc on sait, certes, c'est possible d'écrire des codes de grande taille, comme le noyau Linux, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est facile ensuite, que c'est bien structuré ou que c'est facile à lire, etc. Donc le C++ va apporter une meilleure structuration de programme et va nous permettre de raccrocher, pour tous ceux qui font du Java, au concept de Java avec l'héritage et de l'encapsulation et tout ça. C'est un langage moderne et en évolution rapide. Oui, le C++ c'est hype. Il faut savoir que c'est la mode C++. C++ est soutenu par tous les gros acteurs industriels du secteur, à commencer par Microsoft. Donc on a un fort soutien de plusieurs groupes industriels, et Nvidia, et AMD, et etc. Ils sont tous là, et Intel aussi. Donc, un gros soutien industriel de C++, un standard qui a beaucoup stagné pendant des années entre le standard C++ 0.3 et C++ 11, il se passe 9 ans. C'est très long sur les langages, hein. Java, ils sortent une version tous les 1 an et demi à peu près. Mais là, on a une évolution beaucoup plus rapide avec un standard tous les 3 ans qui est sorti depuis 2011. C++ 20 qui est maintenant opérationnel sur certains compilateurs. Donc un langage qui est en forte évolution avec une liste standard qui est de mieux en mieux, des syntaxes facilitées, etc. Donc un langage moderne et qui est plutôt en croissance actuellement. Donc beaucoup de support industriel. C'est tout à fait fait pour s'interfacer avec des langages comme Python. Donc supposons que j'ai envie d'écrire une application un petit peu complexe avec des algorithmes, etc. Je me dis très bien, je vais me mettre en Python. Le problème de Python, c'est que si j'essaie de faire des maths en Python, ça pique un petit peu les performances, hein. On est 1000 fois plus long que n'importe quoi d'autre. Donc la solution en Python pour faire des choses efficaces, c'est qu'on s'en sert comme un langage bulle. On a différents petits modules, des fonctions que j'appelle depuis Python, mais qui sont en fait implantés dans un langage natif comme du C ou du C++. Et donc on va assembler les morceaux de code C++ avec du Python autour. Mais on n'écrit pas une application complète en Python, hein. Il y a forcément dedans des bibliothèques qui sont écrites en code natif comme en C++. Donc c'est puissant, mais c'est complexe. Et en C++ 20, on a carrément encore une explosion du nombre de concepts et de choses et de traits. On va pas faire du C++ 20 dans le lieu, hein. Je crois que par rapport à ce qu'on fait, ça apporte pas grand-chose. Mais ça veut dire aussi que quand on va lire les docs et tout ça, et les exemples, on va tomber parfois sur des exemples qui sont un petit peu idiomatiques, un peu compliqués. Bon. Donc on va essayer dans le lieu de limiter le scope de ce qu'on considère qui est vraiment le programme. Mais bon, faut pas se voiler la face. C'est pas un très bon langage pour faire de la pédagogie, en fait, hein. C'est ça la constatation. Je pense qu'en M1, on peut s'en sortir parce que vous savez déjà un peu programmer. Mais bon, c'est un langage un peu difficile. Alors, est-ce que vous parlez C? Qui ne parle pas C dans la salle? T'es tout seul, hein? Il va falloir t'accrocher. Bon, globalement, j'espère que vous avez fait du C, donc vous savez que on a des types de données assez simples, des caractères, des entiers, des types numériques, float et compagnie. Et puis, on a des tableaux, ce qu'on appelle des structs, dans lesquels il y a des champs. Ça me permet d'implanter des choses comme des listes chaînées. J'ai un data, j'ai un pointeur next sur l'élément suivant, tout ça. J'ai des structures de contrôle classiques, hein. Donc, if and else, le for avec 3 morceaux classiques, et c'est le seul for qu'il y a en C, hein. Le while, do while qui est juste une variante du while avec la fin, le test à la fin. Et puis, switch case, et puis on a fait le tour, c'est les structures de contrôle du C, hein. Pas un langage super compliqué. On a des fonctions. Les arguments des fonctions, ils sont typés. Et puis, donc, on a cette sémantique mémoire un peu particulière, dans laquelle, quand je déclare une variable dans le code de ma fonction, elle va être allouée sur la pile,
sur le stack d'invocation des fonctions. Et puis, quand je veux allouer de la mémoire un peu plus grosse ou de la mémoire ce qu'on appelle dynamique, on va utiliser malloc et free pour s'obtenir des pointeurs, des segments de mémoire qui sont alloués pour nous et qu'il faudra manuellement désallouer quand on a fini de s'en servir. Alors, C++, évidemment, il dispose de tout ça, mais en plus, on a d'autres choses. Donc, les nouvelles choses qu'on va discuter aujourd'hui, essentiellement, ça va être donc les notions de namespace et de visibilité. Donc, quand on sait, toutes les fonctions, toutes les fonctions sont dans un espace commun, elles sont toutes à la racine, et donc, je peux pas avoir deux fonctions qui portent le même nom. Il n'y a pas de notion de package comme en Java ou de structuration, ok. Donc, en C++, on va retrouver comme en Java une notion de namespace. Donc, on peut avoir deux objets qui portent le même nom à condition qu'ils ne s'habitent pas dans le même namespace, dans le même package, ok. Et ça veut dire aussi qu'on va avoir des opérateurs pour résoudre les namespaces, pour qualifier les noms, ce sera 2 points, notre opérateur. Ensuite, on va avoir const. Alors, const, c'est un mot-clé. On va voir que ça permet de déclarer qu'on a des objets qui seront invariants, qu'on ne va pas modifier. C'est un mot-clé qu'on peut trouver à plein d'endroits dans le langage. On va discuter un peu des use cases, là. Mais donc ça, c'est vraiment une différence qui nécessite un petit peu d'apprentissage quand on vient du C. Ok. Ensuite, on a les classes, l'orienté objet, globalement, hein. J'insiste pas trop. Du polymorphisme assez riche, donc plein de variantes de façon de définir des fonctions avec des arguments par défaut, pas par défaut, de l'ascendance et de la promotion de type dans tous les sens et tout ça. Un système assez compliqué de typage quand même, hein. On peut redéfinir les opérateurs. Ça, si vous venez du Java, bon, vous savez qu'en Java, je peux prendre 2 strings et faire plus entre 2 strings, et hop, ça me les concatène. Et ça, c'est très bizarre, parce que dans le langage Java, d'habitude, plus, je peux le mettre que entre 2 types numériques. Bon, en C++, on a généralisé cette idée. Donc, non seulement, quand je fais plus entre 2 strings, je peux les concaténer, mais je peux, pour n'importe quelle classe que j'écris moi-même, définir opérateur plus et dire qu'est-ce que ça fait. Donc, ça va me permettre d'avoir des notations infixes assez agréables quand je vais explorer des expressions compliquées, dans lesquelles j'utilise plus et ou je sais pas quoi entre mes différentes briques. Et en fait, ça veut dire point sum, point concatenate, point and, de, etc. Mais on va avoir une syntaxe qui est plus agréable quand on est en train d'utiliser la lib, et par contre une syntaxe qui est un petit peu désagréable pour déclarer ces opérateurs. Bon, on ne peut pas vraiment passer à côté de ça, j'aimerais bien ne pas forcément en parler trop, mais comme on va travailler avec la lib standard et que partout il y a des opérateurs qui sont très utilisés, c'est la façon normale de faire en C++, on est obligé d'y passer un petit peu. On a des templates. Alors, vous connaissez peut-être les génériques de Java. Donc, j'ai une vector de T, une liste de T, et T est un type paramétrique qui va correspondre à un objet et que je pourrais créer une liste d'étudiants ou une liste de personnes. Ok. Alors, on va retrouver une syntaxe assez proche en C++, sauf que c'est plus des génériques, c'est des templates. Les templates, c'est un truc un peu crado. Il faut voir ça comme des grosses macro-substitutions de la mort, qui vont venir en fait prendre le type liste de personnes, substituer à T le mot-clé personne dans tout le corps de la classe, et hop, on recompile ça et on a une nouvelle version de la classe qui est spécialisée pour le type personne. Alors en termes d'efficacité, c'est mieux, parce qu'il n'y a pas... voilà, mais ça veut dire que pour chaque binding que je fais pour le type générique, j'ai une nouvelle version de la classe qui est compilée, donc ça entraîne un petit peu de difficulté. On a une grosse librairie standard, donc on va passer une séance entière à parler de la librairie standard. Et puis, on a des lambdas, on a de l'inférence de type, donc des choses un peu plus modernes qui arrivent dans les versions récentes de C++. Alors, on va pas beaucoup utiliser ces histoires de lambda, mais on verra par exemple quand je lance un thread, je dois lui donner une fonction à exécuter. Je peux lui donner un pointeur de fonction vers une fonction qui est dans mon code quelque part, très bien. Mais peut-être qu'il y a des cas où juste simplement je vais lui dire bah, fais ça et lui mettre le bloc de code à cet endroit-là. Et ben la lambda, ça va être un mécanisme comme ça pour passer des blocs de code en argument de fonction.
Alors, C++ et Java. Oui, donc j'essaie de comparer assez à Java parce que normalement c'est ça nos référentiels que vous êtes censé un petit peu connaître. Hein. Donc par rapport à Java, la syntaxe ressemble quand même. Hein. Donc on a une syntaxe qui est assez similaire sur la plupart des éléments. Et on retrouve les parties orientées objets, donc les classes, instance d'une classe, un objet, héritage, on peut redéfinir des fonctions quand on hérite, etc. Okay. La grosse différence, c'est que en Java, on a un système de typage qui est un peu complet. Donc on a les petits types de base, int, char et compagnie. Et puis ensuite, tout le reste, c'est des objets. Hein. En C++, on n'a pas de notion comme ça de classe parent d'objet. Les types simples, ils sont pas vraiment distingués par rapport au type classe. Donc c'est un peu différent. En Java, j'ai pas accès à la mémoire vraiment. Donc la seule façon de faire du Java qui est un petit peu efficace en mémoire, c'est de se déclarer des tableaux de choses. Parce que là, il n'y a pas de surcoût, ils sont alloués côte à côte, et voilà. Sinon, n'importe quoi que je fais d'autre, en fait, on commence à payer les surcoûts mémoire pour chacune direction, pour chaque objet qui est alloué. Par contre, en Java, j'ai pas besoin de me soucier de fuite mémoire. Hein, on a un garbage collector qui fonctionne très bien dans notre dos. J'ai pas besoin de lui dire quand est-ce que j'ai fini d'utiliser un objet, quand est-ce qu'on peut le récupérer, qu'est-ce qui se passe si on est en train de aliaser des pointeurs dans la même zone mémoire, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un des pointeurs qui est mort. Donc c'est plus simple en fait Java de ce point de vue-là. C++, déjà on peut interagir avec tout ce qui est API, noyau et toutes les couches basses. Donc en Java c'est délibéré de la part de Java, mais on n'a pas accès à ces couches-là qui ne sont pas portables. En C++ on peut. C++ c'est plus efficace en mémoire, en temps, ça se discute un petit peu. Hein. Avec le JIT moderne, avec les machines virtuelles Java qui ont beaucoup progressé, selon ce qu'on fait, c'est pas tellement appréciable en temps. Mais... Java, évidemment, ce qui est bien, c'est que c'est un très bon langage pour la pédagogie. Hein, on a un modèle sémantique qui est très propre, c'est assez simple, il n'y a pas 10 000 constructions, tout ça, par rapport au C++. Java, évidemment, comme c'est pas compilé jusqu'à un binaire, on a aussi un certain nombre de capacités qu'on n'a pas en C++. La réflexion, là, donc get class, et puis accéder aux attributs, aux membres de la classe, je sais pas si vous avez déjà fait ça. L'introspection, la dynamicité, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas en C++, qu'on a en Java. Bon. Alors, on va rentrer un petit peu dans le dur. La compilation. J'ai fait des pages de résumé, mais je crois que j'ai aussi fait une page... Bon, je vais caler ces quelques slides parce que c'est important, parce que en fait, quand on va essayer de construire des programmes C++, on va se prendre des fautes de compilation, des fautes de leak, des fautes à différents niveaux de la construction du binaire. Hein. Donc, je vais traverser ici un peu les étapes qui sont faites, qui permettent de passer d'un source C++ à un binaire. Bon, alors la première étape, c'est de dire que, comme on sait, on a une séparation entre deux types de fichiers. Les fichiers d'entête, .h, qui vont contenir normalement essentiellement des déclarations de fonctions, et des fichiers .cpp, .cc, un truc comme ça, qui vont contenir essentiellement l'implantation des fonctions, donc le corps des fonctions. Donc, ça c'est un petit peu différent de ce que vous avez en Java. En Java, quand on écrit une classe Java, je déclare la fonction, j'ouvre la collab, je mets l'implantation du corps de ma fonction, et voilà. Bon, mais en Java, on a un truc qui s'appelle interface. Donc, si je code un petit peu proprement, normalement en Java, je commence par coder une interface dans laquelle je définis des méthodes, c'est juste des signatures, je mets un point virgule, il y a abstract implicitement, hein. Et ensuite, j'ai créé une classe dans laquelle il y a la réalisation des fonctions qui sont proposées dans l'interface. Donc, de même ici, on va avoir ces notions de déclaration qui habitent dans les points H et d'implantation qui habitent dans les CPP. Alors, l'idée, c'est que dans un source, je vais commencer par mettre des /include et je vais include les headers dont j'ai besoin.
Donc un source.cpp, il va include un ou plusieurs points H, et dans les points H, eux-mêmes, ils peuvent inclure d'autres points H. Alors, vous voyez sur ce dessin qu'il y a tout de suite une boucle ici, qui fait un petit peu peur. Donc pour que la boucle ne dégénère pas, il faut se débrouiller pour qu'en fait il y ait un arbre d'include, et que, en haut, je remonte sur les gens que j'ai inclus, les gens que j'ai inclus, au bout d'un moment ça s'arrête. Alors ça, c'est pas toujours facile à faire. Des fois, je peux avoir des dépendances circulaires. J'ai A qui dépend de B, qui dépend de A, des choses comme ça. Donc, ce qu'on va utiliser pour se protéger, c'est un des deux mécanismes standards qui sont ici. Celui de gauche, c'est celui qui est vraiment standard et qui marche partout. Ça consiste à encapsuler les déclarations de mon point H entre un dias-if-ndef, dias-define, Donc là, ce que ça veut dire, c'est si myClass underscore H, qui est un symbole arbitraire que j'ai pris qui ressemble à ma classe, n'est pas défini, alors tu le définis. Comme ça, si on revient sur le fichier, ben, il sera défini et on va sauter tout le corps entre if et endif. Ensuite, on met toutes les déclarations du fichier, et ensuite on dit endif. Enfin, si jamais je réinclus le fichier depuis deux endroits différents, je vais pas avoir de souci de double. Ça, c'est le mécanisme standard, mais c'est un peu verbeux et un peu pénible. Pragma once, qui fonctionne en vrai sur tous les compilateurs, même si c'est pas strictement dans le standard. C'est ça que je vous recommande d'utiliser plutôt. Donc, vous connaissez un bon hashtag pragma once, dièse pragma once, au début de votre fichier d'entête, et puis, il sera inclus une seule fois et ça va bien se passer. En termes d'include, on va voir que les headers, il y a les headers standards, string, vector, iostream. Donc, je mets des chevrons triangulaires autour, et il n'y a pas de point H en C++, pour ces headers qui font partie de la lib standard. Pour vos propres headers, on va les appeler point .h ou point .hh. De toute façon, les extensions de fichiers ne sont pas standardisées. Hein. Et puis, on inclura avec des codes. Là, on dirait des codes français, mais je voulais juste mettre des doubles codes normaux avec. Donc voilà. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la compilation. Alors pour ça, on va passer un seul fichier CPP. Donc, un seul fichier d'implantation, et on va lancer notre commande GCC. Et GCC, il va commencer par invoquer CPP, le préprocesseur du site. Alors ce préprocesseur, il va manger toutes les includes qu'on lui a dit. Et include, ça veut dire que tu vas chercher le fichier en question, tu recopies le contenu du fichier ici. Et si dedans il y a include, et ben tu vas suivre l'include et tu recopies dedans, etc., etc. Donc on part ici d'un seul CPP et d'un ensemble de points H, et j'obtiens un très gros source.cpp avec dedans des tas de déclarations. Ok? Et un petit peu de code Ça c'est transparent, on n'invoque pas nous-mêmes le préprocesseur, hein, il fait tout ça. Bon, alors maintenant que j'ai ça, je vais essayer de fabriquer des points hauts, c'est-à-dire des objets qui vont contenir le code binaire des fonctions C que j'ai envie de construire. Alors l'idée, je prends mon gros source expansé là qu'on vient de voir qui sortait du préprocesseur, et je demande à le compiler. Et la compilation, c'est un processus qui va prendre ce point C et qui va me construire un point haut, un objet point haut. Le point haut, qu'est-ce que c'est? Eh ben, j'ai du code binaire assembleur qui implante chacune des fonctions qui étaient déclarées dans le code. Donc votre for int i égale 0, il a été traduit en assembleur. Et puis, chacune des fonctions, elle fait un certain nombre de blocs d'instructions assembleur côte à côte. Et puis, j'ai un petit fichier d'entête de manifeste de déclaration en haut, qui dit, bon, tel point dans le point haut, c'est le début de la fonction qui s'appelle std, opérateur plus, de bidule et de machin. Donc, on a la signature complète de la fonction. Et puis, on me dit, ça démarre à telle instruction dans le point. Donc, ça me donne l'offset par rapport au début du point haut de la fonction. Alors, à ce stade, on a la compilation. Ça veut dire que si mon for int i égale 0, machin, le int i il était mal déclaré ou je sais pas quoi,
je vais prendre des fautes de compilation. Ok? L'autre problème que je pourrais avoir, c'est les fonctions que j'invoque. Donc l'idée, c'est que dans mon point CPP, j'ai invoqué par exemple une fonction comme printf. D'accord? J'ai invoqué la fonction printf qui habite dans la lib standard du C et qui permet de faire des affichages. Ici, au moment de la compilation, on va vérifier que j'ai bien un dialing code quelque part qui a déclaré qu'il y avait une fonction void printf qui prend les bons arguments de tel type. D'accord? Donc là, on va vérifier que toute fonction qui est invoquée sont réellement déclarées. Hein. Toute fonction invoquée, elle doit être déclarée quelque part. Par contre, l'implantation de la fonction elle-même, elle est pas dans le CPP que j'ai à la main. D'accord? Elle habite dans la lib standard quelque part. Donc, il va rester une étape, ça va être l'édition de lien, dans lequel il va falloir résoudre ces noms de fonctions qu'on a vu déclarer, mais qu'on n'a pas encore vu importer. Voilà. Alors, il y a des flags à passer. En gros, on passe un CPP, moins C pour arrêter, des warnings, la version du standard, pas grand-chose. Ok. Alors, ensuite, il y a les bibliothèques, les librairies. Donc, j'utilise librairie, mais parce que c'est un anglicisme, parce que c'est lib. Mais en français, on devrait dire bibliothèque. Hein. C'est pas très grave. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque en C++, une librairie? Ben, l'idée, c'est que j'ai un ensemble de points hauts, comme ça, qui me fournissent une fonctionnalité, et je voudrais les agglomérer ensemble pour faire un peu comme un super point haut dans lequel il y a plein de fonctions qui seront déclarées, avec chacune leur position, leur offset dans le binaire complet. Alors, il y a deux types de bibliothèques. Les bibliothèques les plus simples, c'est ce qu'on va appeler des bibliothèques statiques, qui portent l'extension .a. Et l'idée, c'est qu'on utilise simplement une commande d'archivage, AR, tout bêtement, hein, qui va prendre essentiellement les points hauts et les mettre bout à bout et dire, bon, ben voilà, ça c'est un point. Ok? La deuxième façon de faire, c'est d'utiliser des flags particuliers au passage GCC pour essayer de fabriquer plutôt une librairie dynamique. Alors, la librairie dynamique, fondamentalement, elle a la même nature que la librairie statique. Hein. Il y a juste quelques informations en plus dedans, et puis quand on compile, il faut mettre, moi, explique des flags un petit peu différents pour qu'on soit cet objet. Et à la fin, ce que j'obtiens, c'est une librairie dynamique. Alors ici, selon l'OS où je tourne, l'extension va être différente. Donc sur Linux, ça s'appelle un .so, shared object. Sur les OS 10, ça s'appelle un dlib. Sur les Windows, c'est la fameuse DLL. Si vous avez déjà eu des problèmes de DLL quand vous lancez une commande, c'était ces fameuses DLL. Donc ça va me permettre de construire des choses que je peux distribuer pour permettre aux autres gens de s'appuyer sur mon code, un peu comme si je voulais construire un jar en Java, pour donner une bibliothèque sur laquelle les gens s'appuient. Donc l'idée, c'est qu'ensuite, je vais distribuer un fichier .a, un fichier .so, et puis les headers qui déclarent ces fonctions qui sont présentes dans ces points hauts. Et ça va être suffisant pour quelqu'un qui veut s'appuyer sur mon code. Ensuite, je veux construire un exécutable. Alors l'exécutable, c'est quelque chose qui va prendre un ensemble de points hauts et ou un ensemble de points A, donc encore plus de points hauts, et ou un certain nombre de libs dynamiques, .so, et il va prendre tout ça, il va l'assembler, il va essayer de construire un exécutable, un binaire, ce qu'on appelle un binaire natif. Hein. Alors pour ça, les conditions, c'est que il faut procéder à l'édition de lien. Donc il faut qu'il y ait un seul des points hauts ici qui déclare la fonction main dans le namespace le plus extérieur, le namespace racine, qui a une signature compatible avec le main de POSIX. Donc normalement c'est int main de int arc char étoile arc, comme ça. Donc un seul main doit être défini.
pour chaque fonction qui est invoquée, il faut que je trouve une seule implantation de la fonction. Donc, je vais avoir des fautes de compilation si j'ai les deux implantations et je ne sais pas laquelle choisir. OK. Sous ces conditions-là, on va faire l'édition de liens. Donc, on va chercher dans tous les points hauts. J'ai dit, il y a des endroits où j'avais dit, bon, bah, ici, j'invoque printf. Et printf, je ne le possède pas. Donc, ici, il y a deux choses l'une. Soit printf, il est déclaré dans un point A, dans une bibliothèque statique. À ce moment, je vais prendre le code de printf et je vais le ramener dans mon binaire. Pour faire mon invocation à ce moment-là. Soit le code de printf, il habite dans une lib dynamique. Et à ce moment-là, je vais laisser dans mon binaire une petite trace qui dit, ici, on invoque dynamiquement printf sur une bibliothèque dynamique qui doit mettre pour. Ça veut dire qu'à la fin, l'exécutable que je construis, il y a un binaire qui en principe contient tout le code utile, mais il peut avoir des liens vers des libs dynamiques, vers des shared objects. Donc l'idée, c'est que la lib dynamique, elle va être partagée entre plusieurs binaires exécutables sur votre machine. L'avantage, c'est que si je veux mettre à jour ma lib dynamique, j'ai pas besoin de recompiler les exécutables. Parce qu'il garde dedans un lien qui invoque la fonction dans ma lib dynamique. Donc la lib dynamique a évolué, et je serai toujours à jour par rapport au système. Le défaut, c'est l'exécutable, si j'essaie de l'exécuter sur une machine où la lib dynamique n'est pas présente, bim, ça marche pas. Donc voilà. Ok. Alors tout ça, c'est partagé avec le C, hein, globalement. La seule grosse différence entre le C et le C++, c'est le nommage. Hein. Donc il y a toute une procédure qui s'appelle name mangling, demangling et compagnie, qui permet de prendre les namespaces et les espaces de nommage C++ et les façons d'accéder aux fonctions C++, et les écrire dans un format qui est compatible avec les bibliothèques du C. Sinon, globalement, tout ça, c'est exactement pareil qu'en C. Bon, et de nouveau, c'est des choses qu'on va plutôt utiliser implicitement. C'est-à-dire quand on utilise un IDE ou autre, on clique compile et puis bim, il nous build le truc. Par contre, même si j'utilise un IDE, je vais avoir des messages d'erreur du compilateur. Et pour les comprendre, eh ben, assez souvent, il va me sortir des erreurs par rapport à ce processus qu'on vient de discuter. Donc si je ne comprends pas le processus et machin, on ne comprend pas d'où viennent les erreurs et on a du mal à résoudre. Ah, c'est des questions là-dessus? Ça va? Ouais. Alors, la différence. Au moment où je vais la construire, je passe des flags différents. Sinon, il n'y a pas de différence fondamentale. Hein. Et ensuite, comme je vais vraiment compiler pour obtenir mon exécutable final, si je lui passe un .so, une librairie partagée, je vais obtenir le dessin qui est là. C'est-à-dire que mon exécutable, il va garder un espèce de lien vers une DLL ou un .so qui doit être présent sur la machine cible où je vais exécuter mon exécutable, où je vais le lancer. Si au contraire, je lui ai passé un .a, une lib statique, il va prendre dans le lib statique les morceaux qui l'intéressent, et il va les prendre et il va les embarquer dans l'exécutable qui est en haut. Donc l'exécutable sera plus gros, mais il sera plus autonome aussi. Il n'aura pas de dépendance sur d'autres bibliothèques dynamiques qui sont sur la machine. Donc c'est un peu des compromis. Après, ça dépend ce qu'on veut en faire. Quoi. Moi j'ai tendance à compiler beaucoup de mes exécutables en statique autant que je peux, pour qu'ils aient justement pas de lien sur des DLL pour avoir moins de besoins sur la machine client sur laquelle on va exécuter. Mais à contrario, les gens disent que c'est mieux d'avoir des liens dynamiques parce que tu as toujours la version la plus à jour des bibliothèques sur lesquelles tu t'appuies, ou du moins une version compatible avec l'OS sur laquelle on tourne. Donc voilà. Ouais. Pour programmer, on sera sur IDE ou... Alors en TME, ce que je vais vous recommander, c'est d'utiliser Eclipse CDT. C'est ça qu'on va déployer ici. Donc pourquoi Eclipse? Parce qu'en majorité, vous avez déjà fait du Java sous Eclipse, donc vous êtes un peu familier avec l'IDE. Et donc, dans Eclipse, il y a un plugin qui s'appelle C Development Toolkit, qui permet de faire du C et du C++. Alors, c'est pas la panacée, ce machin, hein. Mais on a au moins un petit peu de complétion au cours de la frappe. On a un petit débugger qui est intégré un petit peu graphique. Et puis, on peut lancer et tout ça, machin. Donc voilà, un minimum de petits services. Si vous n'avez pas envie d'utiliser cet IDE, moi, je suis pas, ça m'est un peu égal, hein. Donc on va en général tout fournir dans les projets
TME, on vous donnera aussi des makefile ou automake, des versions, des makefile un peu plus, là, qui vous permettent d'utiliser n'importe quelle IDE et juste la commande make pour construire vos binaires. Donc, si vous préférez faire, je sais pas, du VI, parce que vous êtes complètement fou, ou du Max, parce que c'est un puriste, c'est possible. Sinon, les bons IDE pour faire du C++, bon, Visual est très bien, quand même, de Microsoft, Visual Studio. Le problème, c'est que pour l'UE, c'est pas très adapté, parce que toutes les séances qu'on va faire sur Fork, Exec, POSIX et compagnie, bah, Windows n'est pas POSIX, donc, on a un petit peu embêté en TME. Et puis il y a pas mal d'autres IDE qu'on pourrait utiliser, je sais pas. Donc Eclipse CDT, c'est ça qu'on va faire. Bon, alors c'est compilé. Regardons notre premier programme C++. Magnifique. Ça s'appelle Hello World. Comme son nom l'indique, ça va afficher Hello World sur la console. Donc comment ça se passe? On desinclude. IOStream, ça va être Input-Output Stream. C'est les entrées-sorties du C++. Donc, IOStream, ça va nous permettre d'avoir des choses dans lesquelles on peut écrire. Ensuite, on a le main. Par convention, ça rend un int, mais ici, on n'a même pas mis de return, c'est pas très poli. Et puis, donc, le main, il doit s'appeler main. Il peut ou pas avoir des arguments argc, argv, on va revenir dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce main? Eh ben, on prend std : cout. Alors, ce : cout, c'est notre opérateur de résolution de namespace. Donc, ça veut dire, je veux cout, celui qui habite dans le namespace std. Std, ça veut dire standard. Donc, std : cout, c'est le system.out de Java, ou le stdout en majuscule du C. Hein, c'est le flux de sortie standard sans erreur. Ensuite, on a ce inférieur. Alors, ce inférieur, bienvenue au C++, ça y est, c'est un opérateur surchargé, redéfini. Et donc, ce que ça veut dire, comment il faut le comprendre, c'est on pousse dedans. Donc, on prend ce qui est à gauche du inférieur, on le pousse dans la partie gauche. Et le résultat de pousser dans un std_cout, ici une string, c'est d'obtenir encore un std_cout sur lequel je peux repousser encore des choses. Donc ça, si vous avez déjà utilisé une API avec des print writers ou des choses comme ça en Java, on peut faire .append, ou un string builder, là, pour construire des gros strings. Ça ressemble un petit peu à ça, cette API. À droite, à la fin, on met std_endl, ça veut dire endline, qui va à la fois mettre un retour chariot et aussi flusher le stream, de façon à ce que forcer que l'entrée-sortie soit visible. Et voilà, on a le résultat. Donc les autres flux standards, ils s'appellent CR pour le flux d'erreur et CIN pour le flux d'entrée. Hein. Ouais, enfin, une plus flush. Tranquille. Donc les entrées-sorties. Regardez un peu plus en détail. Hein. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer de s'appuyer en C++ sur IOStream. Notez qu'on a quand même accès à toutes les entrées-sorties du C. Donc si vous préférez faire des printf et des choses comme ça, il faut include cstdio. Donc on a plein de headers comme ça. Cstring, cstdio, qui vont être les headers de la lib standard du C en fait. Donc cstring, c'est des choses comme string compare, string concatenate et compagnie, donc les fonctions standards de manipulation des chaînes du C. Elles sont présentes dans ces headers qui s'appellent cstring. Ici, cstdio, c'est printf et compagnie, qui peuvent prendre l'entrée-sortie du C. Ok, alors, on va donc avoir ces notions de flux ou de stream. Donc, cout, c'est la sortie standard, cr, sortie d'erreur, cin, c'est l'entrée standard. Et donc, on utilise double inférieur pour pousser dans le flux, et on utilise double supérieur pour extraire d'un flux en lecture. Alors, comment ça marche ça? Donc,
stdcout, j'écris la chaîne bonjour, je flush. Ça, c'est le même effet qu'on sait, printf, %h parce que c'est une string, bonjour, \n pour représenter le end. D'accord? Dans l'autre sens, il va me falloir une variable dans laquelle je vais écrire la valeur que je vais parser dans le flux. Hein. Ensuite, je prends mon flux d'entrée et je pousse ça, j'extrais la prochaine valeur du flux d'entrée et je la mets dans S. Ok. Alors là, on voit tout de suite que le flux de sortie, d'entrée, pardon, il est typé. Donc ici, comme je suis ici d'extraire dans S, le compilateur va regarder le type de S, il va voir que c'est un int, il va chercher un opérateur d'extraction double inférieur sur le flux qui prend un int en paramètre, il va en trouver un, et l'effet, ça va être de parse int en fait. Hein. Donc il va parser un entier, le prochain entier du flux, il va être tiré, il va être parsé comme si c'était un entier. C'est la même chose dans l'autre sens, donc ici on a poussé que des strings, mais on peut aussi pousser des entiers, des classes, etc. Et ça va essentiellement afficher. On verra un peu plus tard qu'une classe standard bien écrite en C++, il faudra définir notre propre opérateur double inférieur, et ça aura le même effet que de définir un toString en Java. En gros, ça va me permettre de prendre une occurrence de la classe, un objet, de la pousser dans un flux et d'obtenir un affichage total. Ok? Alors ensuite, on a les types de base. Bon. C'est pas Java, hein. Java, il manquait de bytecode, hein. C'est pour ça qu'il y a si peu de types de base en Java et qu'on n'aime pas des unsigned vis-à-vis des signed. On sait plus ça, on a tout le monde. Donc en gros, vous prenez une taille entre 1 octet et 8 octets, et il y a un type qui correspond. Donc essentiellement, on a les types caractères, des types entiers, signés ou pas signés, on a des types numériques, et puis on a les booléens, qu'on n'a pas en C, hein, parce que ça nous manque. Void, évidemment, qui est un genre de type si on veut. Et null pointer qui a son propre type particulier parce qu'il a un peu un comportement bizarre au niveau du typage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, les deux premiers, les caractères, les entiers signés, bon bah tout ça, c'est juste de plus en plus d'octets pour représenter des valeurs numériques qui sont toujours des entiers, hein, avec des arithmétiques complément à 2 pour faire le premier bit, c'est le bit de signe, tout ça. Et puis ici, quand vous voulez faire des calculs, donc float, souvent c'est 32 bits, double c'est plutôt 64, et long double ça peut être du 128. Mais si on veut des types plus longs, en vrai, il y en a aussi. Ok? Donc maintenant qu'on a des types pour déclarer des variables, tout ça, on peut rajouter des types variables. Alors voilà un deuxième programme C++ un peu Hello World. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise include IOStream. Alors comme on en a un peu marre d'écrire std::cout, std::endel toute la journée, je peux ici me donner un using. Donc using namespace std, ça veut dire si je te cite un nom et que tu ne le connais pas, cherche s'il n'habite pas dans std::. S'il habite dans std::, eh ben c'est bien, tu résous là-dessus, c'est ça que je voulais dire. Alors, je me méfie un petit peu de cette déclaration qui est un petit peu contaminante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait ce using namespace, toute la suite du code va être sous cette hypothèse de using. Hein. Donc, les using, on les met pas dans les points H, s'il vous plaît. Vous mettez vos using dans les points CPP, dans les fichiers d'un plan, mais pas dans les headers, sinon les gens qui incluent votre header, ils vont profiter de votre using, et puis c'est transitivement transmis. Hein. Bon, je déclare mon main, je crée deux variables entières, avec ici, la première c'est très standard, la deuxième c'est un tout petit peu moins standard. Je suis en train d'initialiser mon B en lui passant un 3, donc là il y a un genre de constructeur qui prend un entier, un paramètre pour mon type de base int,
Bon, c'est juste une syntaxe alternative, mais on va voir qu'elle est compatible avec la déclaration de classe. Pour une classe aussi, je pourrais dire égal et passer la valeur à laquelle je vais affecter, ou je peux la construire directement avec la valeur. Ensuite, je peux faire de l'arithmétique, A égale A plus B, résultat égale machin. J'affiche ma sortie. Donc, initialisation, soit avec une affectation, soit en version fonctionnelle. Attention, C++ commencer. Ce qu'il y a dans une variable que je viens de déclarer, c'est ce qu'il y avait dans la mémoire. C'est tout. Donc, on n'a pas de garantie d'initialisation des variables. Si vous venez du Java et que vous avez l'habitude que int toto, ça veut dire toto égale 0, ici, sachez que ce n'est pas le cas. Pareil, si vous avez des pointeurs et que votre pointeur, vous ne l'avez pas initialisé, il prend vraiment une valeur complètement aberrante. N'allez surtout pas faire l'étoile dessus, ça va mal se passer. On a déjà parlé du typage, donc il trouve que result c'est un int et il affiche sous la forme d'un int. Ou quelle est vilaine cette slide? Bon, on parlait des opérateurs, hein. Donc des opérateurs, il y en a beaucoup en C++. Alors ici, on a la liste des opérateurs et leur précédence. Ça veut dire s'il n'y a pas de parenthèse, qui précède qui et dans quel sens est l'associativité, à gauche ou à droite. Alors, ça, on voit que c'est beaucoup trop compliqué. Hein? Il y a 16 niveaux de précédence. Bon, ce que ça veut dire, c'est personne ne connaît bien ces précédences. Donc, parenthésez vos expressions. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de savoir toutes les précédences. On peut quand même retenir de ce tableau que multiplier est prioritaire sur ajouter, et que, par exemple, la flèche est prioritaire sur le déréférencement. Ça peut être une priorité où des fois on a besoin de parenthèser, c'est un peu pénible. Et sinon, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup d'opérateurs là dans ce tableau. Quasiment tous ces opérateurs-là, je vais pouvoir les redéfinir et les surcharger. C'est plus. Donc ça me donne une grosse panoplie de choses que je peux redéfinir pour qu'après, quand j'écris du texte, on ne sait pas ce que ça fait. Un petit peu de méfiance. Bon. Donc, pour être plus précis, alors déjà, on a un type booléen. Donc, ça s'appelle bool et pas booléen, comme en Java. Hein. On a un et pour dire and, pipe pour dire or, point d'exclamation pour dire not, et tout ce qui n'est pas 0, c'est vrai. Donc 0 est false, il faut que tous les bits soient à 0 dans la représentation, sinon on est vrai. Ok? Les priorités sont compliquées, donc il faut parenthéser. Hein. On voit dans ce tableau qu'il y a deux trucs un peu bizarres, c'est new et delete, qui sont ici dans les opérateurs préfixes, là. Bon, donc new et delete sont des opérateurs en C++, qui peuvent avoir leur propre surcharge, des redéfinitions, etc. Et on va voir que new et delete, c'est ça qui va remplacer malloc et free, pour l'allocation et la gestion de la mémoire dynamique. Mais donc, c'est des choses sur lesquelles on peut agir à un niveau fin, si on veut faire des astuces et des allocateurs mémoire pour décider comment se passent les choses. On peut faire plein de choses à ce niveau-là. Et donc, on injecte du code à travers ces opérateurs new et delete. On a un opérateur important aussi, c'est le cast. Où est-ce qu'il est? Bon, donc cast, je dis, tiens, ça c'est un int. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire des conversions numériques. Donc, par exemple, si j'essaie de cast un flottant en int ou un long en int, etc., on va avoir en fait des conversions de type. Et puis alors, tous les opérateurs ne sont pas redéfinissables, mais tous ceux qui sont là sont quand même redéfinissables. Ça fait un paquet d'opérateurs qu'on peut redéfinir. Il est recommandé de leur donner un sens qui est proche de l'intuition. Hein. Allez pas trop vous servir de ces opérateurs pour faire n'importe quoi, parce qu'après on comprend pas. La string. Ah. Je sais pas si on arrive à lire. Hein. Vous arrivez à lire dans le fond? Ça va? Ok. Alors, j'ai envie de manipuler un peu des strings en C++. Heureusement, je ne suis pas en C, j'ai pas besoin de faire du char étoile toute la journée.
Je vais donc utiliser une std de string qui se trouve dans le header string, et non pas cstring, qui est pour les strings du C. Donc, je peux déclarer une string S1. Initialement, ça va être une chaîne vide. Ensuite, je peux évidemment parser le flux d'entrée standard CIN et lui demander de lire une string. Ça va lire jusqu'au prochain retour chariot, normalement. Ensuite, je peux afficher cette string. Donc, la string S1, je peux la pousser dans un flux stdcout et ça va m'afficher la valeur de la string. Ici, tout va bien. Ensuite, je prends une deuxième string ABCD, je fais la même chose. OK? Maintenant, je voudrais comparer mes deux strings. Alors, attention, de comparer deux strings en C, on utilise strcmp, string compare, parce que ce qu'on veut comparer, c'est pas les pointeurs, c'est les valeurs pointées, caractère par caractère, elles ont la même valeur. Si vous êtes en Java, vous avez deux strings, A et B, on ne fait jamais A égale B, sinon on va comparer les références de ces deux strings, et non pas les valeurs des deux strings. Ce qu'il faut faire, c'est A.equals de B, pour comparer les vraies valeurs des deux strings. OK? Bon, bah en C++, on veut A.equals de B, ça se note S1 égale S2. Et comme S1 et S2, c'est pas des pointeurs, mais c'est bien des strings, hein, ils sont déclarés string comme type. Donc là, on va invoquer opérateur égal entre deux strings, qui est correctement défini pour faire un genre de string compare et comparer le contenu de mes deux chaînes. Donc ce test, il va rendre vrai si et seulement si les deux chaînes ont la même contenu. Ensuite, je peux utiliser inférieur. Inférieur sur string, ça va être l'ordre lexicographique. Donc la même chose que j'ai en Java en faisant compare tout négatif. Comme ça, parce que compare tout en -1, 0, 1. Bon, enfin, peu importe. Donc ici, inférieur, ça rend vrai si et seulement si S1 est plus courte ou lexicographiquement avant S2. Sinon, je dis plus grand. OK. Maintenant, je voudrais accéder au caractère de ma string pour voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Alors, je vais faire une boucle for int égale 0 jusqu'à length de ma string. Donc, la longueur de la chaîne en nombre de caractères, c'est length, tout simplement. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais S1, crochet de i. Donc, la chaîne de C++, si je veux accéder au caractère de la chaîne, et ben, je fais semblant, tout simplement, que c'est un tableau de caractères. Et donc, j'y accède en mettant des crochets. Et crochet, ça veut dire opérateur crochet. Et opérateur crochet, si vous voulez, en Java, ça s'appelle charat. Charat de i. Donc, je prends ma string s.charat de 3 et ça me donne le quatrième caractère de la chaîne. Bon, bah ici, j'utilise juste crochet. Ouais. Ah ouais, je suis désolé, c'est l'habitude. Alors, c'est un détail complet, hein. Ça change rien vu que préfixé ou postfixé ici, de toute façon, on va le faire entre chaque tour de boucle. Et le compilateur est assez intelligent pour le faire dans ce sens-là, quoi qu'il arrive. Cela dit, si je fais d'habitude, si je le mets après, donc il me faut un temporaire un petit peu, hein. Parce que quand je fais i++, je prends la valeur de i, je la mets de côté, je fais sur i, et après je lance les valeurs que j'ai mis de côté. Donc il y a toujours implicitement une copie quand je fais un i++. Là, comme c'est des types simples, c'est un entier, ça change pas grand-chose. Si le type que j'utilise, c'est un itérateur ou des choses un peu plus compliquées, ce qui peut arriver en C++ assez souvent, c'est une bonne pratique de plutôt faire le ++ préfixé, parce qu'il évite un petit stockage intermédiaire entre les deux. Donc c'est plutôt une habitude de programmation que les incréments dans la troisième partie du for, j'ai tendance à mettre le ++ en préfixé. C'est vraiment un détail, hein. C'est pas grave. Ouais. S'il vous plaît, pourquoi on a poussé deux fois S1 crochet i dans CIOT? On a doublé les caractères. Je sais pas, c'était juste un exemple. Mais donc là, je l'ai mis deux fois. Bah, c'est pour montrer que je peux accéder plusieurs fois dans le même corps de boucle avec le i. Je sais pas. Voilà. Sinon, c'était sans pratique. Alors cette première là-haut, à part que j'utilise crochet au lieu de charat, c'est facile, je peux écrire la même chose en Java. D'accord? La deuxième,
Ah, la deuxième s'applique un petit peu plus. Là, il se passe un truc un petit peu bizarre. C'est je me balade sur la string, je prends le ième caractère de la string, et je lui affecte le caractère A. Ça va remplacer toute ma chaîne S1 par A. Alors, le problème sur cette instruction, c'est le S1 de I, ça je veux bien que c'est le ième caractère de la chaîne, mais quand je fais égal, ça modifie la chaîne. Donc la réponse c'est oui. Hein? Alors pour ça, il va nous falloir un petit peu qu'on va voir dans quelques instants les références. Mais donc le crochet ici, ça va me rendre une référence sur le caractère qui se trouve à la ième case. Et cette référence, si jamais j'affecte dedans, ça va me permettre de modifier la string S1. Donc là, on commence à rentrer dans des choses qui sont différentes entre le C++ et le Java. C'est qu'on a des façons de rendre des références qui vont permettre ensuite de modifier les objets qui sont au bout. Donc ça, si je voulais écrire en Java, il faudrait que j'écrive quelque chose comme donc j'ai ma string S. Il faudrait que j'écrive quelque chose comme S égale S point je sais pas quoi, replace avec un certain indice et puis un caractère. Voilà. Et si j'étais en Java, donc non seulement il me faudrait une syntaxe ici où je demande à la string de changer son ième caractère, il n'y a pas du tout de façon de me lui dire donne-moi ton ième caractère, après je vais affecter dedans. Bon, et l'autre aspect, c'est que la string du Java, elle est immuable. Donc il n'y a pas de moyen de modifier un caractère au sein d'une string Java. Et donc j'aurais forcément besoin d'affecter le résultat qui va être une nouvelle string ailleurs dans une autre string. Donc la deuxième différence entre les strings du C++ et celles du Java, les strings du C++ sont muables. On peut les modifier. Là, ce que je fais, c'est une modification, je suis en train de modifier les caractères qui sont dans la string. Donc ça fait partie de l'API de la string du C++. On peut la modifier, pas de souci. Ça se comporte vraiment comme un tableau de caractères. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais faire S1 égale S2. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais S1 égale S2 en Java? J'ai deux strings S1 et S2, je fais S1 égale S2. Et bien, j'obtiens, si je suis en Java, j'ai S1 qui est une référence vers une occurrence de string, quelque part en mémoire, et j'ai S2 qui est une référence de string, une autre, je sais pas moi, Toto. Ok. Et maintenant, je fais S1 égale S2. Donc, en Java, ce qui va se passer, c'est que on va se retrouver. Ah non, pardon, je vais dans l'autre sens. Je vais perdre cette référence et je vais aller pointer là-bas. Et en plus, il y a un garbage collector dans mon dos qui peut décider de ramasser cet objet-là. Et surtout, après, j'ai S1 et S2 qui pointent au même endroit, sur la même string. Ok. Ça, c'était Java. En C++, ça va être différent. Donc, j'ai S1 et S2 qui pointent gentiment leur propre string. Quand j'écris S1 égale S2, S1 et S2, alors j'ai mis des flèches là, mais c'est pas vraiment comme ça en fait. C'est plutôt comme ça. S1, ça c'est une occurrence de string. S2, c'est une occurrence de string. Et S1 et S2 sont tous les deux des strings, et non pas des références ou des pointeurs ou autre chose sur les strings. Du coup, quand je fais S1 égale S2, je veux dire, en fait, c'est le contenu de cet objet-là que je vais mettre à jour. Et ce qui va se passer, c'est que on va recopier la string qui est dans S2, on va la copier dans S1. Donc, opérateur égal d'affectation, tu prends l'objet qui est à gauche,
et tu le mets à jour pour qu'il ait la même valeur que l'objet qui est avant. C'est ça que ça veut dire. Donc, tu lui affectes une valeur. Évidemment, cet effet-là, je peux l'obtenir si j'ai deux pointeurs de string, par exemple. Donc là, si je dis S1 égale S2, ça veut dire les pointeurs sont égaux et j'obtiens la même sémantique que là. Mais là, ce que j'avais, c'était des strings, S1 et S2. Donc avec des strings ou des références de strings, on va revenir sur le et, ça me fait cet effet en affect. La concaténation. Donc on peut utiliser plus entre deux strings, et ça me fabrique la concaténation, ouais. C'est-à-dire que voilà, pour définir l'opérateur égal, on fait des objets. Ouais, même plusieurs variantes. Donc on va redéfinir l'opérateur de construction par copie, l'opérateur d'affectation, on va les voir juste sur la fin du cours. Donc non seulement on peut, mais c'est recommandé parce que ça c'est la sémantique qu'on attend de la part des classes qu'on manipule en C++. C'est plus ou moins le contrat qu'on attend. Ok. Dernière chose que je montre sur cette slide, c'est le s1.c_string qui permet d'obtenir un const char étoile, donc un pointeur à une chaîne de caractères qui est formée comme en C. C'est-à-dire qu'elle aura un \0 à la fin de la string du C. Et voilà, ça me donne une chaîne de caractères que je peux passer par exemple aux fonctions du C pour interagir avec l'API POSIX. Ça. Je suis un peu trop lent, mais c'est pas grave. Je vais à la vitesse où il faut, de toute façon. Des questions? Non? Ok, les valeurs par défaut. Alors, quand je définis une fonction, je donne son type de retour, le nom de la fonction, et ensuite le nom et le type et le nom de chacun de ces paramètres. Ok. Quand je déclare un des paramètres de la fonction, j'ai le droit de lui donner une valeur par défaut. Alors, l'effet de définir une valeur par défaut pour un argument, ça fait que quand la personne invoque cette fonction, s'il ne précise pas la valeur pour cet argument, eh ben on va prendre la valeur par défaut, tout simplement. Donc ici, je fais une seule déclaration de f avec ces trois paramètres, et en vrai, je viens de déclarer trois fonctions ici. Il y en a une qui prend trois arguments de type int, char, int, une deuxième qui prend que deux arguments, int et char, une troisième qui prend un seul argument de type int. Et donc c'est juste une déclaration condensée pour avoir les trois variantes qui sont présentes. Et après, quand j'écris l'implantation de la fonction, eh ben, j'utilise mes trois paramètres. C'est juste que de temps en temps, eh ben, il y en a, ils prennent les valeurs par défaut. Donc ça, c'est assez pratique, c'est quelque chose qu'on n'a pas en Java, mais parfois on le cherche. Par exemple, sur les constructeurs, en Java, des fois, on se fait un peu chier. On appelle avec deux entrées comme paramètre, c'est la deuxième entrée comme caractère. Alors, on va revenir sur la logique de résolution du machin. Il n'aime pas trop parce que le match n'est pas parfait entre int et char. En plus, c'est une promotion dans le mauvais type, dans le mauvais sens. Parce que int, il faudrait réduire sa taille pour descendre vers char. Donc, si j'invoque si je fais f et que je lui passe deux caractères, par exemple, il y aura une ascendance du premier vers int, et puis on va résoudre sur cette fonction f. Mais là, votre exemple, il est dans le mauvais sens, parce que int, il n'a pas le droit de descendre vers char automatiquement. Il faut que je force. Les constantes. Aïe, 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 aïe. Alors, les constantes, ici, on parle juste des variables qui sont des constantes qu'on peut utiliser dans le programme. Mais la deuxième partie, c'est que ce mot-clé const, il peut apparaître à beaucoup d'endroits dans le code. Et donc, c'est quelque chose de très particulier du C++, qui est à la fois très utile. Et une fois qu'on l'a compris, on aimerait bien avoir ça dans d'autres langages. Mais en même temps, c'est un peu un obstacle quand on débute. Et puis, ça fait que la syntaxe, elle est un petit peu plus compliquée. Bon, alors de base, le mot-clé const, je peux m'en servir quand je déclare tout simplement une variable. C'est-à-dire const float p égale 3, 14, 16. Et hop, ça veut dire que cette chose-là, c'est une constante. Le compilateur sait qu'elle est constante à partir de la compilation. On peut s'attendre à ce que la constante disparaisse dans le code compilé.
et que simplement, partout où je m'en servais, on va mettre 3, 14, 16. C'est plus propre d'utiliser ça que d'utiliser des macros. Ce serait la façon de faire en C, de définir dsdefine pi 3, 14, 16. Là, au moins, c'est correctement typé, c'est interprété par le compilateur, il comprend ce qui se passe, il peut décider ou non d'élider la variable, ou machin. Mais donc, c'est plus propre, c'est ça que je vous recommande de faire. Les pointeurs et les constantes. Donc, une fois que j'ai un objet constant, j'ai plus le droit de le modifier. Et c'est le compilateur qui va vérifier que j'ai pas modifié un objet constant. Alors ça va amener pas mal de choses. La première constatation, c'est celle qui est en haut. C'est, je définis const float pi égale 3, 14, 16. Alors évidemment, si après avoir fait ça, je dis pi égale 3, 14, 15, je sais pas, une meilleure approximation, ça compile pas. Ça, c'est illégal, parce que pi, comme s'il était final en Java, on lui a donné une fois sa valeur à la déclaration, maintenant, j'ai plus le droit de réaffecter. C'est normal, c'est juste une constante. Hein. Maintenant, je pourrais essayer de tricher. Donc, je pourrais prendre pp, donc, je sais pas, c'est un float étoile, égale adresse de pi. Ça va l'adresse déférencement, tu sais hein, on prend l'adresse d'un objet. Donc, je prends l'adresse de pi et je la range dans pp. Super. Maintenant, je vais pouvoir faire étoile pp égale 3, 14, 15. Ah ben non. Ah ben non, parce que là, j'ai triché, là. Je suis en train de modifier mon truc qui était déclaré comme une constante. Et comme on vient de le dire, la constante, sans doute, elle a disparu du code. Donc, c'est plus que c'est une variable sur le stack ou dans le heap ou quelque part. C'est un truc, il a disparu le symbole dans le code. Hein. Il y a 3, 14, 15, par contre, on s'en sert. Donc, je peux sûrement pas affecter là-dedans et espérer modifier la suite de mon code. Hein. C'est complètement illégal. Du coup, en fait, c'est cette instruction-là, c'est illégal. J'ai pas le droit de prendre un pointeur sur float, sur pi, qui est un const float. Donc, ce qu'il faut que je dise ici, c'est que je veux un pointeur sur un const. Alors, du coup, ça devient légal. C'est un pointeur vers un flottant constant. Et du coup, ça, c'est illégal. Mais c'est illégal parce que c'est interdit sur un const float étoile d'affecter dans ce qui est au bout de l'adresse. Plus globalement, quand je suis un pointeur qui est const, donc suivons que j'ai un personne étoile, et qu'il est noté const. D'accord? Donc ça, c'est un pointeur de personne, pp. Et bien, à travers ce pointeur, je pourrais faire des choses comme pp flèche getName. Ça, oui, c'est constant. C'est un accessoire en lecture pure, tout va bien. Par contre, est-ce que j'ai le droit de faire pp flèche setName? La réponse est non. Pourquoi? Parce que la personne, elle est constante. Alors, pour être capable de faire ces vérifications, vous voyez qu'il va falloir mettre quelques mots-clés. Quand je déclare getName, il faudra que je mette un mot-clé qui dit const. Qui dit cet accessoire, c'est un accessoire en lecture pure, qui ne va pas modifier la personne sur laquelle on l'invoque. Et au contraire, sur setName, je vais dire variable. En fait, je ne vais pas mettre de mots-clés. Ça veut dire variable par défaut. Et donc, le setName, du coup, il saura que si jamais je détiens un pointeur qui est const, j'ai pas le droit d'aller faire du setName dessus. On reviendra un petit peu après. Bon, donc je peux prendre des pointeurs je peux demander des const float étoiles. Après, il y a certaines choses que je peux faire et d'autres que je peux pas. On peut également avoir le const qui va apparaître à d'autres endroits. Alors, celui-là, si je peux... Donc, comment est-ce qu'on lit ça? Ce genre d'expression, là. Normalement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut lire de droite à gauche.
Donc, PPI est un pointeur de flottant constant. D'accord? Donc, c'est le flottant qui est constant. C'est le flottant qui est pointé qui est constant. Par contre, mon pointeur, il est variable. Donc là, j'ai mis adresse de PPI, ça va. Et puis, je peux juste à l'instruction écrire PPI égale nulptr. Légitime, hein. J'ai juste changé d'endroit pointé. Et par contre, j'ai toujours pas le droit de déréférencer, d'aller modifier ce qui est au bout du pointeur. Si je veux pas avoir le droit de modifier PPI une fois que je l'ai construit, je vais utiliser ma syntaxe qui est là. Float étoile const. Donc ça, c'est un constant pointeur de flottant, qui lui n'est pas constant. Donc je lis toujours à partir de la droite et vers la gauche. Hein. Ça va? C'est pas très important. Je crois que la partie plus importante, c'est ça. C'est que const, ça va se propager sur les accesseurs et les modifieurs dans les classes, et qu'il va donc falloir la gérer ainsi. Et sinon, moralement, tout ce qui est const, j'ai pas le droit de le modifier, c'est tout. Hein. C'est des choses qui vont rester constantes pendant le cours. On peut utiliser const sur les paramètres d'une fonction. Ça va permettre de vérifier qu'ils ne sont pas modifiés dans la fonction. Alors, sur ces exemples où on prend des floats, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sur une fonction qui prend une personne, un argument, ça peut avoir de l'importance de dire que la personne qu'on passe, elle va rester constante. Je ne peux pas la modifier. Alors, justement, voici des exemples de fonctions pour afficher une personne. En gros, deux options possibles. Je te passe un pointeur vers une personne, constante, hein, ou alors je te passe une référence vers une personne. Donc le et là, ça va être le symbole de la référence. Je vais revenir dessus dans la slide d'après. Mais a priori, un affichage, il va prendre que des arguments constants parce qu'il n'a pas raison de modifier l'objet qu'il est en train d'afficher. Hein. Donc on va voir que c'est syntaxe. Bon, il y a des remarques ici, mais en fait, je crois que j'ai même pas envie d'en parler. Oublions ça. Alors, les références, justement. La référence, c'est quelque chose de nouveau en C++ par rapport au C. Hein. Alors, la référence, c'est un terme qu'on utilise en Java. En Java, on ne dit jamais pointeur, normalement, sauf qu'on se prend un nul pointeur exception de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi il y a pointeur à ce moment-là. Mais... ok, mais jusqu'au nul pointeur exception, on n'a jamais dit pointeur. On a dit référence pendant tout le support. Ok? Donc, la référence du C++, elle se rapproche de la référence du Java. Elle se rapproche, mais c'est quand même pas exactement la même chose. La façon de comprendre la référence du C++, peut-être, c'est un pointeur avec une syntaxe légèrement différente. Peut-être plus proche de la réalité. La référence, c'est vraiment un alias syntaxique pour en fait manipuler des pointeurs, qui est censé vous pousser dans un style de programmation qui est considéré plus élégant et plus résistant à certaines fautes mémoire, etc. Au fin du fin, ça reste quand même des pointeurs un petit peu glorifiés. Alors, regardez ces deux fonctions-là. J'ai une fonction f qui prend une int i, qui prend a égale 10 et qui fait i égale a. À votre avis, je fais int égale 100. J'invoque f de x. Cout x, qu'est-ce que j'obtiens? 100. C'est forcément 100. Ça ne peut pas être autre chose que 100. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai invoqué f de x, on a copié 100 sur le stack, on l'a passé comme paramètre de f ici, il s'en est servi, mais donc c'était sa nouvelle version, enfin une copie de littéral 100 là, qui avait été passée à cette fonction f, et donc ici quand j'affecte dans i, je suis en train d'affecter sur une valeur qui est sur le dernier stack frame de cette fonction f, je sors de la fonction, on pop le stack frame, on vire cette variable, hein, elle est complètement détruite, et le x, il n'a pas été modifié. Ça, c'est la sémantique. Hein. Maintenant, en C++, on a vu tout à l'heure string de i égale 3, égale a, hein. Bon, bah ça va se faire avec des références. Donc ici, une deuxième fonction g, avec un effet de bord cette fois.
Donc, au lieu de te passer un entier, je te passe un pointeur d'entier. Du coup, dans G, je vais pouvoir modifier ce qui est pointé par ce pointeur. Alors, on m'a passé l'adresse par copie, mais par contre, quand je fais étoile i égale a, ça va bien modifier ce qui est au bout de l'adresse, donc la variable x qui est dans le programme principal numérique. Est-ce que ça va, ça, ou est-ce qu'il y a besoin que je fasse un dessin? Ça va pour tout le monde? Ok. Je pense que c'est très important de le comprendre, mais le dessin est peut-être un peu froid. Ok, alors ça, c'est les syntaxes qu'on a en C. Hein. Donc maintenant, regardons la version C++. Donc, je vais faire une fonction h, qui au lieu de prendre un pointeur d'entier, prend la référence d'un entier. Alors, la référence d'un entier, ça se manipule comme un entier. Le corps de h, c'est exactement le corps de la fonction f. La seule différence, c'est que j'ai mis un symbole et commercial ici après les lignes. Mais l'effet, c'est que ma fonction h, elle se comporte en fait comme la fonction g. Donc au niveau sémantique, j'obtiens l'effet de la fonction avec le pointeur. Mais au niveau syntaxique, j'ai l'effet de la fonction avec la variable simple. Alors c'est un peu troublant, hein. Surtout que ces trois alternatives, enfin, il y a au moins deux alternatives, la version pointeur, la version référence, elles ont vraiment un effet strictement équivalent. Ça se discute pourquoi définir l'une plus que l'autre. Hein. Mais donc voilà la référence. Donc vous voyez, la référence, ça se manipule comme une variable normale, mais quand j'affecte dedans, il faut voir ça comme si je la déréférence et j'affecte ce qui est au bout. Donc voilà comment ça se passe. Ah oui, j'ai fait des dessins avec l'équipe. Je me disais ce serait utile pour discuter. Donc ici, j'ai le main. On déclare x égale 100, ça c'est une allocation sur le stack. Hein. J'ai quand même une petite variable x, elle va habiter quelque part en mémoire. Global, là c'est juste le stack frame 0, la racine. Hein. Ensuite, je vais invoquer h. Et ben, quand je vais invoquer h et que je lui passe ses paramètres, ben, en fait, la façon de lui passer i, c'est comme un pointeur qui va... Hein, donc là, le i, là, c'est une référence vers x égale 100 qui habite dans le main. Du coup, quand je fais i égale machin, et ben, en fait, ça va modifier la variable qui est dans le main. Hein? Donc, techniquement, c'est comme un pointeur. Par contre, la différence entre une référence et un pointeur, c'est que sur un pointeur, je peux faire plus et de l'arithmétique sur pointeur. Sur une référence, j'ai pas le droit. Comme en Java, j'ai pas le droit avec une référence de faire... Enfin, j'ai pas le droit de faire d'arithmétique sur référence. Hein. Donc, c'est pareil, j'ai pas le droit de faire d'arithmétique sur référence. Alors ici, un exemple de la fameuse fonction swap qu'il faut savoir écrire dans tous les langages, n'est-ce pas? Qui va permettre d'inverser deux valeurs. Bon, bah, la façon de le faire en C++, sans doute, c'est de prendre deux références. Donc, tu me donnes la référence de A et la référence de B. Je crée un temporaire. Dans mon temporaire, je recopie la valeur de la première variable. Et ensuite, je fais mon petit switcheroo, A égale B, B égale temp. Et je réussis à faire mon échange. Voilà. Alors, par contre, méfiez-vous. Pour pouvoir construire une référence sur quelque chose, il faut que ce soit une variable. Et non pas une constante. Donc, par exemple, ici, je dis x égale 10, y égale 20. J'invoque swap de x, y. Donc, qu'est-ce qui se passe? On invoque swap et sur le frame, sur le stack frame, j'ai deux petits pointeurs rouges là, pour x et y, qui pointent tous les deux sur x et y de mon programme principal main. D'accord? X et y qui sont alloués sur le stack, c'est des variables ordinaires. Hein. Donc quand je fais swap x, y, effectivement, après cette ligne, y vaut 10 et x vaut 20. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'invoquer ça? Ça veut dire quoi d'affecter? Alors, il faudrait que je puisse prendre la référence de ce littéral 2.
Mais 2, c'est un littéral, c'est pas une variable. Hein. Elle n'est pas allouée sur le stack en particulier, 2. 2, c'est un littéral, il est substitué dans le code par sa valeur partout où il y en a besoin. Puis après, on oublie ce 2. Donc, je peux pas prendre l'adresse de 2 et ça voudrait rien dire d'échanger la valeur de ce littéral. Enfin, voilà, ça voudrait rien dire. Donc, on ne peut prendre les références que sur des objets et pas sur des variables, pas sur des données. Alors, quelques exemples d'utilisation de cette syntaxe avec des références. Bon, bah, une assez fréquente qu'on va croiser, c'est quand, par exemple, je veux faire un affichage. Donc, j'ai un tableau, je sais pas quoi, une struct, une classe avec plein de données dedans. C'est ça l'idée. Elle est grosse. Je voudrais la passer à une fonction qui doit l'afficher. Attention, il ne faut surtout pas que je la passe par copie. Hein, donc, il ne faudrait pas qu'on la copie. Donc, je veux la passer soit par pointeur, soit par référence, pour éviter de se taper une copie. On va passer une référence à BigStruct. BigStruct est commercial. Et a priori, vu que la fonction elle s'appelle print et que c'est un afficheur, eh ben, on va lui rajouter const pour dire bah, le BigStruct en question, j'ai pas l'intention de le modifier dans le corps de cette fonction print. Une fois que j'ai mis cet argument de print qui est const BigStruct est, le compilateur va vérifier que dans le corps de print, il n'y a aucun moment où j'invoque une opération modifiante sur cette BigStruct. Ça va? Alors, syntaxiquement, c'est pareil de mettre BigStruct const et ou const BigStruct est. Les deux syntaxes sont tolérées. C'est un peu des questions de style. Il y en a qui disent que le const il va plutôt à droite. Mais après avoir recherché, dans la liste standard, il utilise toujours le const à gauche. C'est pour ça que dans mes supports, j'ai plutôt tendance à utiliser le const à gauche. Mais techniquement, les deux sont possibles et sont équivalents. Et bon, donc, je sais pas trop bien quoi répondre. Voilà. C'est jamais la référence en elle-même, je peux pas la modifier, hein. Je peux pas faire plus dessus, je peux pas faire d'arithmétique, je peux pas lui affecter une nouvelle valeur. C'est pas comme un pointeur de ce point de vue-là. Il faudrait que je prenne un pointeur sur cette référence. Enfin, une indirection en plus, hein. Ok? Ouais, une question? Le quoi? Struct. Donc struct, ça permet commencer de faire. Il y a plusieurs champs dedans, donc je peux avoir un struct position avec un int x, int y qui va être une position.x, position.y. D'accord. Ici, c'était juste pour l'exemple de dire qu'il y a beaucoup de données dedans, je ne veux surtout pas le copier, c'est important que je passe des adresses ou des références. Alors justement, une struct. Alors une struct bien moche là, je veux dire. On se définit un max égale 10. J'ai une struct personne. Au lieu d'avoir un vrai string pour le nom, j'ai mis un char crochet de 20. Bon, il n'a pas intérêt à avoir un nom trop long. Et j'ai un entier pour l'âge. Notez qu'il y a un point virgule après la déclaration de la struct. Hein. On va revenir dessus sur les classes. Donc maintenant dans le main, je crée un tableau de personnes qui va contenir max personnes. Donc 10 personnes. Et donc là, ce que je voudrais faire, c'est dire que l'âge de Toto, c'est 2. Alors, pour être capable de faire ça, c'est comme tout à l'heure quand j'ai fait string de i égale quelque chose, hein, string crochet de i égale petit a. Il faut que ce qui est à gauche de l'affectation, ce soit une référence. Une référence vers quoi? Mais ici, je voudrais que ce soit une référence vers l'âge de la personne qui s'appelle Toto. C'est ça que je voudrais faire ici. Donc, comment je m'en sors dans mon accès? Première chose, accès va rendre non pas un entier qui serait l'âge de la personne en question, mais la référence d'un entier. Comme ça, j'obtiens quelque chose que je peux encore modifier. Si j'ai envie, je peux affecter dedans. Si je voulais rendre pas référence, mais qu'on puisse pas modifier, j'aurais pu rendre un const int référence. À quel moment on n'aurait pas pu modifier l'âge obtenu à travers cet accès. Finalement, ça aurait été pareil que de rendre juste un int. Hein.
Qu'est-ce qu'on fait dans le code? On itère pour i allant de 0 à max. On cherche avec string compare, est-ce que le nom du bonhomme, c'est le nom que je cherche? Et si string compare en 0, ça veut dire que les deux strings sont égales. Donc on a trouvé le bon bonhomme. Et là, je fais return p de i.age. Mais attention, c'est pas la valeur, c'est la référence, parce qu'il y a un i commercial. Donc là, je te rends une référence vers l'âge de la personne qui porte le nom recherché. Et là, du coup, je peux utiliser égal pour brutalement affecter l'âge 2 ans à un autre. Okay. Ça change rien. Ah, au niveau de la compilation, est-ce que ce sera plus efficace undefined? Non, non. Non, non, si on compile avec moins ou n'importe quoi que 0, on ne le verra plus, le max, hein, il va disparaître complètement. Il n'y a pas de souci. Non, les consts, machin, comme je disais initialement, hein, c'est mieux que les macros, c'est tout. Ça permet vraiment de faire tout ce qu'on fait avec les macros, mais c'est mieux. Avec les macros de constante, hein, parce que les macros... Okay. On peut faire des templates pour ça. Ok. D'autres exemples avec les références. Donc j'ai int i égale 10, int et référence de i égale i. J'ai maintenant un alias, que je fasse i égale ou que je fasse ri égale, j'obtiendrai exactement les mêmes effets. Ok. Les références n'ont pas de valeur par défaut. Il n'y a pas de nulle référence. À la différence de Java, dans lequel on a l'habitude que les références étaient souvent la valeur nulle, en C++, on a un nul, mais c'est nul PTR, c'est le pointeur nul, qui prend la valeur 0x0. On n'a pas de référence nulle. Il est interdit de déclarer une référence sans directement, au moment de la déclaration, dire qu'est-ce qu'elle veut. Et c'est la référence de quoi. Donc ça va être un petit peu une contrainte. Je peux pas dire, je vais juste dire int et ri. Il faut que je dise int et ri égale et que je lui passe un entier sur lequel il va s'accrocher. Attention à la sémantique. La référence, une fois qu'elle est affectée, c'est-à-dire dès qu'on l'a initialisée, elle ne peut plus être modifiée. Enfin, elle pointera toujours au même endroit. Et donc toute la sémantique, c'est sur la valeur pointée. Donc ri++, que ce soit une référence ou pas, c'est le i qui est référencé qui est incrémenté, et sûrement pas la référence elle-même. La référence elle-même, elle est invariable une fois qu'on l'a initialisée. Les références et constantes interagissent de façon très intéressante et amusante. Vous verrez ça avec le compilateur, qui vous expliquera ce que vous n'avez pas compris. Assez souvent, hein, en vous insultant copieusement. Non, ça va. Préparez-vous quand même à ce que le compilateur ne soit pas forcément très très agréable avec vous quand vous faites du C++. Il va vous reprocher pas mal de choses un peu bizarres. Donc ici, je cherche à prendre des références. Alors, je prends une référence constante à un caractère, mais c'est un littéral. Alors, tant que c'est une référence constante, tout à l'heure, j'ai pas le droit de prendre la référence de 2 dans le swap, là, parce que 2 était un littéral et que je voulais le passer à une fonction qui prenait des références variables, qui prenait des int et pour ensuite faire un swap entre les deux valeurs pointées par ces références. Hein. C'est un peu différent si je prends des références constantes. Si je prends une référence constante vers un type, bon, bah, ça veut dire que je ne vais pas modifier cet objet. Ça veut dire que ben, je pourrais avoir un objet temporaire, ou un littéral, ou quelque chose comme ça. J'aurai le droit de m'en servir dans le contexte d'une fonction constante, y compris par référence. Pour expliquer ça, peut-être. Supposons que j'ai... je vais revenir dessus un peu sur les constructeurs et tout ça. Voilà. Donc ici, juste ce qu'on dit, c'est que quand la référence est constante, j'ai pas le droit d'affecter dedans.
et que quand la référence est constante, elle a le droit d'être une référence vers un littéral, vers une constante du programme, vers un peu n'importe quoi. Par contre, les références qui ne sont pas constantes, c'est plus comme des vrais pointeurs, et il faut les manipuler d'une façon un petit peu protégée. Bon. De façon générale, méfiez-vous un peu du et commercial, qui voulait dire une certaine chose en C et qui maintenant prend d'autres sens en C++. Donc, à partir d'un type T, on peut créer un pointeur vers T, on peut créer un tableau de données de type T, et on peut créer une référence vers un objet de type T. Ensuite, on peut qualifier tout ça avec des constructeurs. Alors, ce que j'ai pas dit et qu'on verra pas dans l'UE, mais que vous risquez de tomber sur les supports, c'est cette syntaxe-là, avec un double et commercial. Ça correspond à ce qui s'appelle des R-values en C++. C'est des choses temporaires qu'on est en train de déplacer ou de glisser ou de, voilà. C'est pour jouer avec la mémoire de façon un peu plus fine. C'est introduit à partir de C++ 11, je pense, hein. On s'en servira pas ou très peu dans l'UE. Mais donc, si vous tombez là-dessus dans les supports, c'est une chose un peu plus avancée, mais c'est pas complètement nécessaire, et dans l'UE, on va pas trop s'en servir. Ça s'appelle des R-values. Bon, ben, 1h40, on arrive à la première classe. Okay, ça va, j'ai dit ça? Donc, c'est parti pour une classe en C++. Donc, la classe en C++, on la déclare avec le mot-clé classe. Ici, tout va bien. Il n'y a pas de public, machin, truc, visibilité sur la classe comme en Java. La classe, elle est visible à l'intérieur de son namespace, tout bêtement. Et donc, pour y accéder, il faut qualifier son nom, namespace, avec autant de profondeur que je veux, et hop, je mets le nom de la classe, et elle est accessible à condition que je connaisse son chemin d'accès. On met le nom de la classe, ensuite on pourra avoir des deux points avec des clauses pour l'héritage qui vont correspondre aux extends ou implements de Java. On n'a pas de distinction entre ces deux notions, c'est plus, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Public, deux points, et ensuite on a une liste de déclarations qui vont toutes prendre le modifieur public, c'est-à-dire visible depuis n'importe où dans le code. Ensuite, on met private deux points et on met toutes les déclarations qu'on veut pas être des fonctions publiques. Donc en Java, on met public devant chaque fonction qu'on veut être public et private devant chaque fonction qu'on veut être private. Ici, on a des blocs public, private, et on a aussi une visibilité protected qui ressemble à celle de Java, c'est-à-dire accès pour la classe et pour toutes les classes dérivées. On n'a pas de visibilité package comme en Java, donc on a que 3 niveaux de visibilité. Ça suffit, hein. Et puis, la visibilité, on la met qu'une fois, ensuite on met un bloc de déclaration d'affichage. Attention, la classe se termine avec un point-virgule après l'accolade fermante. Alors méfiez-vous parce que quand on l'oublie, ce point-virgule, ça crée des fautes de compilation souvent pas mal plus loin, parce qu'il commence à manger le reste du fichier ou la suite des fichiers, comme faisant partie de cette classe, en croyant que la déclaration n'est pas terminée, tout ça. Donc petite faute, mais qui engendre des choses un peu difficiles à comprendre après. Faisons un exemple. On va écrire une classe aussi simple qu'on peut, une pile. Bon, donc une pile, c'est pas très violent. Je rappelle comment ça marche la pile. Hein. C'est cet objet qui est LIFO. Hein. Donc la pile, ça se représente comme ça. Il y a le sol, puis il y a la pile. La pile, il y a des livres dedans. Quand je vais empiler un livre, je le pousse sur le haut. Ça y est, je viens d'en pousser un. Quand je veux dépiler, je ne le ramasse pas surtout en bas, sinon il va s'écrouler. Je prends celui qui est sur le haut. C'est pour ça que j'appelle ça des LIFO. Last in, first out. Ok. Par opposition à une queue dans laquelle c'est FIFO. Le premier qui rentre, c'est le premier qui sort. Ok, donc voilà ma stack, ma pile.
Ah, j'aurais dû mettre une const plutôt que l'enum là. Ouais, je suis désolé. Personne ne voit rien. Non, parce qu'on a dit que ça marchait. C'est des syntaxes alternatives, mais je suis désolé, c'est pas pédagogique d'avoir du syntaxe pour la même chose. Je suis filmé, j'arrête pas de dire des gros mots. Voilà, on en était là. Ok, j'ai mis un continu plutôt, c'est très bien comme ça. Ok, donc j'ai un tableau de double, et j'ai un compteur qui me dit combien d'éléments actuellement j'ai. Ensuite, je vais déclarer deux constructeurs. Un constructeur sans argument du tout, qui va me permettre de construire une pile vide, tout simplement. Un constructeur avec un argument qui va construire la pile et rajouter l'élément dedans. C'est un peu arbitraire, je ne sais pas très bien si c'est un bon constructeur ou pas, c'est très important. Ensuite, je vais fournir deux accesseurs en lecture, isFull est pleine et vide. Ces deux accesseurs, je vais rajouter le mot-clé const après la déclaration. Ça veut dire que quand j'ai une référence de pile ou un pointeur sur pile, même si cette référence est constante ou que c'est un const pile étoile, j'ai quand même le droit d'invoquer et pleine et vide dessus. Donc là, je suis en train de déclarer le fait que ces accesseurs-là ne modifient pas le ZIS sur lequel on les invoque, le sujet sur lequel on les invoque. Empiler, logiquement, par contre, ça modifie la pile. Ça va rajouter un élément dedans. Dépiler, c'est l'inverse, ça me rend le premier élément qui est sur le haut de la pile, là. Et enfin, getSommet, même chose, c'est pic, là, c'est pour regarder la valeur qui est sur le haut. Et ça ne modifie pas ma pile, donc je dois rajouter un petit mot-clé. Ça, c'est ce qui va habiter dans mon point H, dans le fichier de déclaration, en tête. Donc j'ai déclaré les fonctions. Je ne les ai pas implantées. On n'a pas encore le corps des fonctions. J'ai pas mis les visibilités, mais donc on va les rajouter. Je vais mettre tous les attributs en private et tous les autres fonctions en public, tout simplement. Voilà, alors il n'y a pas d'ordre, vous pouvez mettre autant de blocs que vous voulez. Donc si vous voulez commencer par des private, ensuite des publics, ensuite des protected, alterner, remettre des blocs publics, tout ça, on sait ce qu'on fera. Alors maintenant que j'ai déclaré cette classe, je vais pouvoir m'en servir. Donc dans une code où j'ai fait desinput pile.h, je vais pouvoir me déclarer une pile P, tout simplement. Alors la pile P, comme ça, si je dis rien, ça va invoquer le constructeur de pile sans argument. Et donc ça va me construire une pile vide dans laquelle j'ai la place de mettre 10 éléments. Une fois que j'ai cet objet de type pile, ça y est, je vais pouvoir invoquer les fonctions dessus. Par exemple, je peux faire p.empiler et j'empile un float, donc j'ai mis un point, le point c'est juste pour qu'il le prenne en notation flottante. Hein. Je peux prendre un pointeur de pile, pp. Pour ça, je prends l'adresse de ma pile. L'adresse de ma pile, c'est naturellement un pointeur de pile. Un pile étoile. Donc jusqu'ici, ça se comporte comme si c'était un struct. Hein, en C classique. Hein. Là, je fais pp flèche getSommet. Ah, ça, j'ai pas vraiment le droit en C d'habitude, parce que quand j'ai un struct, il n'y a pas des pointeurs de fonction cachés dedans, d'habitude. Mais la classe, c'est ça. La classe, c'est une struct, avec en plus des pointeurs de fonction cachés dedans, qui permettent d'accéder aux fonctions qui correspondent à cet objet. On reviendra sur cette vision un peu plus tard, hein. C'est proche de la logique. Donc, je peux invoquer pp flèche getSommet, et ici, j'aurais même pu faire const pile étoile pp, et faire pp.getSommet, ça marchait aussi. C'est légitime aussi. Parce que getSommet est déclaré. Évidemment, il faut un contexte. Donc, pour invoquer empiler, qui est une fonction membre de la pile, il faut un sujet, c'est p.empiler. Je ne peux pas juste faire getSommet comme ça si j'ai pas un contexte.
il existe en C++? Oui. Attends, on va implanter une fonction dans une seconde, on en aura besoin. Donc il existe, mais ça va être un pointeur plutôt qu'une référence. On va dire this flèche quelque chose plutôt que this point en Java. Mais sinon, ça se comporte pareil. Alors, il va falloir implanter maintenant ma classe pile. Donc là, j'ai déclaré que les points H. Hein, j'ai les signatures autour. Donc là, maintenant, je vais faire l'emblème. Donc je vais mettre dans un point CC ou point CPP ou quelque chose comme ça. Je vais typiquement démarrer par inclure pile.h. Les includes standards. Donc ici, je vais prendre IOString pour les entrées-sorties. CAssert, c'est juste pour avoir des asserts si j'ai envie d'amener dans mon code. Pareil qu'en Java. Donc j'asserte une condition et si ça fait planter mon programme. C'est pas strictement nécessaire, mais bon. Un using namespace std, ça c'est juste pour être plus confortable. Et ensuite, je déclare le corps de mes fonctions. Alors attention, toute classe déclare son propre namespace. Donc quand j'ai fait classe pile et que dans le contexte de classe pile, j'ai écrit pile parenthèse parenthèse, ici là en rouge, là pile parenthèse parenthèse, en fait c'est pile de point pile. Hein, le namespace de la classe, il porte le nom de la classe. Donc là j'ai défini pile de point pile, pile de point pile de dos, pile de point et plein et compagnie. Du coup, dans le fichier d'implantation, il ne faut surtout pas oublier de correctement préfixer les fonctions par le nom de la classe. Donc c'est pile de point. Le constructeur vide, ben, il met juste le compteur à 0. CPT égale 0. Ça, c'est un alias pour en syntaxe expansée. This flèche CPT égale 0. Donc là, on voit quelque chose d'important. C'est que quand je suis dans une fonction membre, il y a un argument implicite dans n'importe quelle fonction membre, qui en fait est le premier argument. On verra ça quand on travaillera avec les lambda. C'est pareil qu'en Java, c'est les mêmes conventions. Et donc ce premier argument, c'est un pointeur vers une pile. Donc c'est un pile étoile. Et je peux accéder à ce pile étoile en faisant this flèche, et hop, accéder à mon pile étoile. Et en plus, il y a des règles syntaxiques qui font que quand je dis rien, ça veut dire par défaut, je vais essayer de résoudre sur this flèche. Bon, alors pourquoi c'est intéressant de regarder ce this là? Imaginez une fonction qui a const, comme plein. Donc, pile de point plein, const. Le const ici, il va qualifier le this. C'est this qui est const. Donc, au lieu de prendre un pile étoile en argument, je prends un const pile étoile en argument ici, comme this. Du coup, si j'essaie de faire une opération qui est illégale sur un pile étoile, donc sur un const pile étoile, j'ai pas le droit de faire des setters, j'ai pas le droit de modifier ce qui est au bout du pointeur. Bon, ben là, c'est pareil. J'ai le droit de faire return this flash compteur égale taille, ça va, c'est en lecture. Si dans le code ici, j'écrivais this flash compteur égale 0, ce serait illégal. Parce que this flash, quand mon pointeur this, il est const, ça m'amène sur des objets const, et sur les objets const, et ben, j'ai pas le droit de faire l'affectation. Ça va? Donc, le const, après la déclaration de la fonction, en fait, il qualifie le this. C'est ça que ça veut dire. Et c'est comme ça qu'on peut le voir comme je ne peux pas modifier l'objet sur lequel j'appelle, mais à un niveau plus technique, c'est juste le pointeur this, il est const. Ok. Bon, je crois que ce code est assez trivial après le corps de la fonction. Hein. Sauf si j'ai des questions. Voilà. Ok. Enfin, je m'en sers. Donc, je desinclude pile.h, je déclare une pile p, j'empile une valeur dessus, je l'affiche, je suis content. Ok. Ah, il est l'heure. Non, 45, c'est ça?
J'ai un temps de 3 minutes. Ah non, c'est ça. Ok. Alors, il y a sur certaines de ces slides, je reviendrai dessus sans doute la semaine prochaine, si il y a besoin. Donc, j'ai souhaité les histoires de construction, de destruction et affectation, parce que je crois que je ne peux pas les présenter en 2-3 minutes, qui est le temps qui me reste, donc je vais en rester là. Voilà, je voudrais juste finir là-dessus, là, sur cette slide, parce qu'elle va servir pour le TD. Donc, on a dit qu'on pouvait définir des fonctions membres, ça on vient de le voir. On a dit qu'on pouvait redéfinir des opérateurs du langage. Et l'exercice en TD, ça va être de construire une string, avec une concaténation avec plus, avec des égales, etc. C'est un exercice essentiellement de mise en jambe, en considérant que vous savez manipuler la chaîne du C. Regardons comment je prends une chaîne du C, je l'encapsule en C++ dans un cadre de classe qui ressemble à ce que j'ai l'habitude en Java. On ne va pas faire la string standard du C++, on va faire une string qui ressemble plus à celle de Java. Et c'est plutôt un exercice pour la syntaxe et tout ça, en pensant que la sémantique, vous la maîtrisez déjà. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de définir des opérateurs. Donc ici, je considère une classe vecteur 3D qui a 3 attributs, x, y, z, qui sont les coordonnées dans les 3 axes de l'espace. Et maintenant, je voudrais faire des choses comme ajouter 2 vecteurs entre eux. Alors pour ça, je vais pouvoir me définir une fonction que je vais appeler opérateur plus. Donc opérateur, c'est un mot-clé du langage, hein, et opérateur plus, ça veut dire c'est la fonction que quand je m'en sers, j'écris juste plus comme symbole entre 2 objets. Cette fonction plus, vous voyez qu'elle prend 2 références, V1 et V2, à 2 vecteurs 3D. C'est la partie qui est à gauche du plus et la partie qui est à droite du plus. C'est les 2 arguments du plus. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va construire un nouveau vecteur 3D qui a comme coordonnées selon les 3 axes la somme des coordonnées des 2 précédents. Jusqu'ici, tout va bien en termes de code, c'est pas difficile, hein. Mais donc, ce qui est bizarre, c'est cette syntaxe sur opérateur plus. Et ensuite, on met les paramètres de cet opérateur. Après, pour m'en servir, ben, évidemment, je pourrais faire opérateur plus de A et B, mais c'est pas très élégant. Hein, ça ne servait à rien d'utiliser un opérateur si c'était pour faire ça. Donc la syntaxe normale, c'est plutôt de faire D égale A plus B. Et ici, c'est le compilateur qui va regarder ce symbole plus. Il va se dire, ah, plus, ok. Je cherche quelque chose, une fonction qui s'appelle opérateur plus. Maintenant, je cherche un opérateur plus, il va prendre 2 arguments. Les arguments, je sais que plus, c'est un fixe. C'est la syntaxe d'opérateur plus. Normalement, c'est un fixe, c'est-à-dire qu'il est entre ces 2 arguments. Donc, je prends la partie qui est à gauche, le petit a, je prends la partie qui est à droite, le petit b, et je calcule le type de ces 2 objets. J'ai un type pour A, un type pour B. Et maintenant, je cherche une signature opérateur plus qui est visible dans mes namespaces que j'ai using et compagnie, enfin, tout est dans le contexte, et qui prennent des arguments qui correspondent vaguement au type de A et B. C'est-à-dire que soit c'est exactement le type de A et B, si j'ai pas de bol et que les types sont proches, je peux peut-être par ascendance de type ou par promotion ou par caste, on va voir certains de ces mécanismes, promouvoir les arguments pour que ça rentre dans ma signature, et ensuite, bim, invoquer mon opérateur. Donc voilà, il y a des petits éléments syntaxiques là sur la définition d'un opérateur. Sinon, ça se comporte comme une fonction classique. C'est juste que la syntaxe pour l'invoquer, elle est un peu bizarre. Voilà. Bon, on va clore là-dessus aujourd'hui. La semaine prochaine, regardez bien le planning parce que je vais quand même demander un amphi plus grand. Là, j'ai 15 ou 20 personnes sur assis par terre dans le fond, donc voilà. Donc regardez bien le planning avec un peu de bol, on aura plus longtemps. Attendez, je vais arrêter.